Merci pour l'invitation. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a dit que j'étais étonné, que vous étiez étonné que j'ai accepté de venir. Je tiens à vous préciser que je préfère venir au sein de nos terroirs, surtout lorsqu'il y a des jeunes, que de faire de grandes conférences devant 6000 agriculteurs à l'Arena de Paris. C'est beaucoup plus, on va dire, de proximité. Quand vous aurez des questions à poser tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser. Et je vais beaucoup regarder le fond de la salle. Moi aussi, quand j'étais lycéen, je me mettais tout au fond. Je me mets d'ailleurs encore tout au fond dans les conférences. C'est vous que je regarde. En fait, c'est vous. C'est pour cette présentation, elle est pour vous. Elle n'est pas forcément pour les personnes de devant qui ont déjà des cheveux blancs, s'ils ont encore des cheveux. Du coup, je vais parler ici essentiellement de Nantes et du pays nantais. Alors, on va parler du changement climatique en global, mais on va avoir des focus sur les cultures que nous avons ici. Il y a des maraîchers, d'ailleurs, qui sont présents dans la salle. Je ne suis pas là pour venir vous dire qu'on va mourir de faim. Je suis là pour trouver des opportunités dans une catastrophe globale, mais il va falloir se nourrir dans l'avenir et il faut en tirer les meilleures opportunités. Alors, je commence par la conclusion, une fois n'est pas coutume. Et ma conclusion tient en un mot, c'est le mot anticiper. Nous avons la capacité en France technique, économique. Alors sur le personnel, peut-être pas dans l'avenir, c'est un sujet au niveau agricole, mais nous avons la capacité scientifique de comprendre comment le changement climatique intervient sur nos vies et surtout comment en agriculture on peut l'anticiper. C'est le rôle d'ailleurs de mon métier. Donc toute la présentation, je vais vous montrer des effets négatifs, des effets parfois positifs, mais tous ces effets-là, on peut les anticiper. Et si on les anticipe, on pourra faire face au changement climatique, du moins jusqu'à un changement de plus 3 degrés en France. Après, ça devient plus compliqué. Donc la meilleure façon d'anticiper, d'atténuer, et tout ce que vous voulez comme vocabulaire, le changement climatique, c'est de limiter les gaz à effet de serre. Qu'on soit d'accord. Après, au niveau agricole, on peut mettre des pansements, mais à plus 3 degrés et au-delà, ça deviendra plus compliqué. Alors, je vais faire en 3 parties. Définition, ça ira rapidement. Climatologie, et après, c'est de l'agroclimatologie. Là, c'est l'impact du climat sur l'agriculture. Je vais déjà donner quelques définitions pour qu'on soit d'accord sur les termes de mon métier qui se divisent en 2 parties. L'agrométéo, ici, et l'agroclimato, juste à côté. L'agrométéo, quand vous regardez le TF1 le soir, il y a Evelyne Delia qui va vous dire les prévisions météorologiques de demain ou dans la semaine. Quand vous êtes agriculteur, vous traduisez ces données météo en prévision. Qu'est-ce que je dois faire sur mes parcelles, qu'est-ce que je dois faire au niveau de mes serres, qu'est-ce que je dois faire au niveau de mes vignobles. S'il y a du vent, je vais plutôt protéger mes serres, parfois les fermer. S'il y a du gel qui est prévu alors qu'il y a de la floraison, je vais mettre des bougies pour protéger mes cultures. S'il y a une sécheresse et qu'il n'est pas prévu de pluie pendant 2 semaines, je vais éventuellement irriguer. Ça, c'est de l'agrométéo, qu'on soit d'accord, c'est du court terme. En gros, vous protégez vos cultures actuelles, c'est pour trouver à manger, on va dire, pour produire de la nourriture pour cette année. L'agroclimatologie, c'est différent, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'agroclimatologie, c'est le long terme. Le long terme, ça veut dire, si je reprends l'exemple, par exemple, des floraisons, les floraisons d'abricotiers, en agrométéo, il y a du gel qui est prévu. Qu'est-ce que je dois faire sur le terrain pour protéger mes fleurs? En agroclimato, c'est tout simplement, est-ce que j'aurai toujours des abricotiers sur le territoire? Est-ce que j'aurai toujours des pommiers? Est-ce qu'il y aura des cultures dans la Beauce en 2050? Quels sont les risques de gel sur mon poirier en 2080? Quelle sera la teneur en alcool du vin ici, dans le Pays de la Loire, en 2040? Ce sont des décisions socio-économiques et politiques qui ne font pas intervenir que l'agriculteur. L'agriculteur n'est qu'une pièce de puzzle parmi le social, les consommateurs, mais aussi les politiques. Ça, c'est mon métier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je commence par un petit retour sur 2021 et un petit retour sur 2022. Je vais vous montrer que l'agriculture est déjà concernée par le changement climatique. Ce n'est pas des projections, c'est une réalité de terrain. Je pense que les agriculteurs qui sont présents dans cette salle sont déjà confrontés au changement climatique. Alors, je commence par 2021. Avec cette photo que j'ai faite, mais vous ne la voyez pas très bien vu qu'il y a la lumière sur scène. Une photo que j'ai faite du côté de Cognac. Et d'ailleurs, les photos que vous verrez dans la présentation, c'est des photos que j'ai faites la nuit. Alors voici la carte des masses d'air d'avril 2021. Ce qu'on avait, c'est que fin mars, ici,
on avait de la douceur au niveau de la France. Il a fait jusqu'à 30,4 degrés au niveau de Saint-Martin de Hinx, dans les Landes. Et on a eu cette descente d'air froid, on appelle ça un décrochage polaire, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes scientifiques, qui est arrivé après l'ouverture des bourgeons. Alors, à savoir si c'est le problème et le gel ou si c'est la douceur qu'il y a eu avant, en réalité, le problème, c'est la douceur qu'il y a eu avant. Très exceptionnelle, on a battu, je crois, 598 records de chaleur en France. La descente d'air froid, d'avoir du gel en avril, ce n'est pas forcément exceptionnel, c'est tout à fait normal. Donc, on a eu un faux printemps suivi d'une descente d'air froid. Cette descente d'air froid est la plus grosse catastrophe agricole nationale depuis 1945. Elle a fait 2 milliards d'euros de pertes de rendement. Je pense qu'on a un Premier ministre qui aurait été heureux d'avoir ces 2 milliards pour les comptes de France. Mais non, là, ils sont partis brûler à cause de végétaux qui ont fleuri trop tôt. Moins 30% pour la vigne, moins 59% pour la prune et moins 59% pour la poire de table. Ce n'est pas des petits chiffres. Ce sont des gros chiffres en termes économiques. Allez, je fais un petit retour sur 2022. Et là, vous avez le viaduc de Millau, pour ceux qui reconnaissent, et là, c'est la ville juste en dessous. Alors, en 2022, on a touché quelques mots pendant les présentations juste avant. En 2022, on avait ici, au large du Portugal, une dépression qui est restée positionnée une bonne partie de l'année, à la place du fameux anticyclone des Açores que Evelyne Delia vous parle souvent à la télévision. D'ailleurs, en parlant d'Evelyne Delia, je vais faire comme elle. Alors, cette dépression au large du Portugal vous apporte à l'avant de l'air chaud et humide, et généralement accompagné de sable. Vous vous rappelez sûrement les dépôts de sable sur les voitures. Et cette année 2022, à cause de cette récurrence météorologique de dépression ici, est l'année la plus chaude qu'on ait pu observer jusqu'à présent, et la deuxième année la plus sèche, avec moins 25%, derrière 1989 à moins 26%. Et donc, au final, au niveau du maïs, au niveau du blé, on a eu des pertes de rendement extrêmement importantes, jusqu'à moins 54%. Alors là, à ce niveau de perte de rendement, économiquement, ce n'est pas viable. 2-3 années de suite, je peux vous dire que ça devient très complexe en termes de trésorerie. Ce maïs a été aussi déficitaire ici, dans la région, avec moins 28% et moins 6% en Bretagne. Le blé, par contre, lui, culture qui pousse en hiver, contrairement au maïs, qui est une culture qui va pousser plutôt l'été, et ben, le blé, lui, a eu des hausses de rendement dans le nord et des déficits dans le sud. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, au niveau économique, c'est des centaines de millions d'euros encore de pertes de rendement qui sont partis de l'agriculture. Si je prends toutes les cultures dans d'autres régions, ici, vous avez le centre Val-de-Loire, le pois protéagineux, le fourrage, le maïs, l'orge, le blé, le maïs grain, le blé dur, le blé tendre, l'orge d'hiver, le colza d'hiver. Ce qu'on observe déjà, c'est que les cultures d'hiver, donc celles qui ont poussé, qu'on sème maintenant, et qui vont pousser jusqu'au début de l'été de l'année suivante, ont soit des hausses de rendement, soit moins de pertes de rendement. Par contre, les cultures d'été, celles qui poussent en été, ont de très larges pertes de rendement. Et cette distinction est importante, parce que du coup, les adaptations pour les cultures d'hiver ne seront pas les mêmes que pour les cultures d'été. Plus on descend dans le sud, dans le Languedoc, on avait des pertes de rendement sur presque toutes les cultures, sauf la vigne qui s'en sortait à peu près bien. Voilà, donc année 2022, on va dire désastreuse. Et lorsque vous regardez le petit monsieur, là, je coupe le son juste, ça sera plus simple. Voilà. Non, il ne veut pas. Voilà. Vous avez le petit monsieur qui se promène avec son chien. Vous voyez la tendance que le petit monsieur trace en bleu? C'est le changement climatique. C'est la tendance de fond. On a une augmentation de la température due au changement climatique. Je dis changement climatique, je ne dis pas réchauffement climatique, parce qu'on change aussi les précipitations. Il n'y a pas que la température qui varie. Et là, vous avez le petit chien qui se promène, et c'est ça ce qu'on appelle la variation interannuelle. Et c'est ce qui pose des problèmes aux agriculteurs. Il y a les deux. Le fait que le climat se réchauffe progressivement, qui fait des pertes de rendement progressives, et le fait qu'on ait des variations interannuelles, des années humides, des années chaudes, des années... On a des grosses variations interannuelles qui font que c'est compliqué pour les agriculteurs de s'y retrouver. Alors, vous avez ici en rouge ce qu'on appelle les projections climatiques du GIEC. Donc, pour un scénario modéré, on a le réchauffement en France. En noir, ici, vous avez les observations. C'est ce qu'on a observé avec nos stations météo. Et puis, en violet, vous avez 2022. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que 2022 est un pic vers le haut, mais je le projette sur le réchauffement et je tombe sur 2050. En 2050, l'année 2022 sera normale. Ça veut dire que toutes les pertes de rendement qu'on a eues, on peut se poser légitimement la question, si on ne change rien à notre façon de cultiver ou à ce qu'on cultive,
quelles seront les pertes de rendement dans les années chaudes en 2050, puisque l'année 2022 sera normale en 2050. Donc, il y aura des années plus chaudes. Voilà pour ça, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, à partir de maintenant, on va se projeter plus loin, en 2050, 2100, au niveau des précipitations, au niveau de la température. La thématique de la journée est de l'eau. Je aborderai régulièrement cette eau. Et d'ailleurs, je commence par l'évolution de l'eau. Mais je vais aussi parler en parallèle des températures, parce qu'il y a en agriculture, il y a quelque chose qui lie l'eau et la température, c'est l'évaporation et la transpiration. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, je commence par la pluie. Les précipitations jusqu'en 2100. Vous avez cette carte de France qui va peut-être vous étonner ou peut-être pas pour les agriculteurs. En tout cas, ici, chaque petit point que vous voyez, c'est un pluviomètre. Donc, le pluviomètre, il mesure la pluie pour ceux qui ne savent pas. En vert, les pluviomètres qui mesurent plus de pluie à l'année. C'est-à-dire qu'à Nantes, là, et dans toute la région nantaise, il pleut plus pour l'instant depuis 1961. Donc, le changement climatique, pour l'instant, lui apporte plus de pluie. Dans le sud de la France, on a effectivement moins de pluie. Moi, je viens de Montpellier, on a effectivement beaucoup plus de sécheresse. On a juste un département qui s'en sort pas forcément très bien dans le nord, c'est Le Mans. Et c'est la Sarthe, si je ne me trompe pas. Alors, je n'ai pas trouvé d'explication encore sur les pauvres petits Sartois. Pourquoi ils n'ont pas forcément plus d'eau. C'est peut-être une continuité de ce qu'on a dans le sud de la France. Bon. Donc, pour l'instant, à Nantes, malgré le fait que quand vous allumez la télévision, on vous a parlé régulièrement de sécheresse, pour l'instant, il y a plus d'eau. Alors, quand je regarde l'évolution des surfaces agricoles en sécheresse, en Alsace ici, vous voyez, c'est plus 10% d'eau, en Moselle également, dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, en Bourgogne également. Par contre, la sécheresse progresse. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire l'exploit d'avoir plus d'eau avec plus de sécheresse. Bon, alors ici, chez les Bretons et les acolytes juste à côté, vous avez plus d'eau et vous avez moins de sécheresse. C'est effectivement plus logique. Ceci dit, c'est que moins 2%. Mais si je fais la moyenne nationale, la sécheresse progresse en France. C'est juste que sur cette partie nord-ouest de la France, on est un petit peu plus protégé pour l'instant. Et tout est donc pour l'instant, hein, bien sûr. Alors, plus 15% en Auvergne, plus 11% dans le Languedoc-Roussillon, chez moi. Alors, vous avez ce graphique d'évolution de la sécheresse. Cette fois-ci, je descends Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon. Ce qu'on voit dans le Languedoc, c'est qu'on a une progression de la sécheresse presque continue, avec des pics vers le haut. Mais en tout cas, on a bien une évolution. La terre s'assèche de plus en plus parce qu'il pleut de moins en moins. Dans les Pays de la Loire, ce n'est pas encore le cas. Vous avez ces fameuses sécheresses bien connues, 76, 89, 2022, pas tant que ça. Il y a également eu 2005. Mais vous n'avez pas de tendance de fond pour l'instant du réchauffement climatique. Alors, vous me voyez venir, dans l'avenir, on a certes ces variations, mais progressivement, on va prendre ce même schéma que le Languedoc en ayant de plus en plus de sécheresse. On le verra tout à l'heure. Alors maintenant, je me projette avec plus 3 degrés. Donc maintenant, on est en 2050. Vous avez ici la carte de l'Europe, c'est la figure du GIEC. Sur cette partie sud de l'Europe, il y a effectivement moins de pluie qui est attendue encore à l'année. Sur la partie nord de l'Europe, il y a plus de pluie qui est attendue à l'année. Et sur la partie centrale, on est dans une zone d'incertitude. Et Nantes fait partie de cette zone d'incertitude, puisqu'on ne sait pas trop encore si on aura un peu plus d'eau, un peu moins d'eau à l'année. Ceci dit, de plus en plus de modèles donnent une distinction saisonnière qu'on va voir tout de suite. Vous avez la même figure ici, l'hiver-l'été. Là, vous voyez, on est bien dans le bleu. Ça veut dire qu'à Nantes, on va avoir plus de pluie en hiver. Et en été, on en aura, là, par contre, beaucoup moins. Alors là, c'est problématique. Parce que vous savez, en agriculture, à la différence de beaucoup de domaines, mais en agriculture, il faut qu'on ait du mauvais temps et du beau temps alternés pour qu'on ait une bonne production. Il faut du soleil, il faut de la pluie. Comme un temps breton, on va dire, un temps tempéré. C'est pour ça qu'on est dans un climat tempéré. Là, la problématique, c'est qu'on a une accentuation pour le cycle de l'eau des deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a du mauvais temps en agriculture, quelle que soit la saison. Le mauvais temps en agriculture, c'est le temps qui dure. C'est-à-dire, s'il fait trop beau trop longtemps pour le touriste, mais pour l'agriculteur, c'est pas bon, ça provoque une sécheresse. S'il pleut trop longtemps, c'est pas bon aussi, ça provoque des excès d'eau, des problématiques de semis. Et donc là, vous me voyez venir hiver-été. En hiver, parce qu'on va devoir semer nos cultures ou récolter les cultures d'été, on aura trop d'eau. On aura des problématiques d'accès aux parcelles. En été, lorsqu'on aura les cultures qui seront enfin semées, on aura besoin d'eau, mais là, il y en aura beaucoup moins. Donc, on a un double effet dans le nord de la France.
d'excès et de déficit. J'aimerais vous enlever de la tête cette idée que la sécheresse est permanente dans un contexte de changement climatique. Ce n'est pas comme ça qu'on comprend son impact. C'est une accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Et donc des adaptations agricoles de sécheresse et d'excès d'eau. On verra que le sol est une bonne adaptation à ce niveau-là. Donc là, vous avez l'indice hydrique des sols. L'indice hydrique des sols se comprend par le taux de remplissage du sol en pourcentage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le jaune, vous avez 100% de remplissage. Lorsque vous êtes dans le rouge, vous avez 0%. Là, c'est l'hiver en 1976-2005 et en 2070-2100, donc un siècle plus tard. Ce qu'on voit au niveau de Nantes, c'est qu'on est à peu près vers 80% de remplissage. Il y aura toujours de l'eau dans nos sols agricoles en hiver. C'est logique par rapport à ce que je disais avant, par rapport à la quantité d'eau qui tombe. Par contre, en été, alors là, ça devient problématique, parce que vous voyez, on ne voit pas très bien, c'est presque rouge-noir, quoi. C'est que dans la région, vous avez un microclimat, il y a du vent. Quand il y a vent, il séchage des plantes plus rapides, mais en plus, vous avez un sol qui n'est pas forcément aussi profond que dans le bassin parisien ou dans le bassin aquitain, qui fait que vos sols sont superficiels et parfois séchants. Ce n'est pas partout dans la région, mais il y a beaucoup de sols qui sont superficiels. Alors ici, vous allez retrouver des sols qui vont ressembler à ce qu'on a actuellement en Méditerranée, tandis que la Méditerranée, elle, va retrouver des sols qu'on a plutôt en Andalousie. Donc là, on perd effectivement beaucoup d'eau. Les problématiques vont arriver surtout en été pour les cultures d'été et pour les animaux également. On va le voir tout à l'heure. Voilà pour l'eau. Donc si je reprends le graphique de tout à l'heure, il faut rappeler les petits pics et tout. Je vous disais qu'il n'y avait pas trop de tendance. Vous le voyez ici, avant les années 2000, 2030 même, il n'y a pas trop de tendance et c'est après qu'on a une belle augmentation progressive de la surface en sécheresse. Alors, la légende n'est pas du tout adaptée, hein, parce que je prends aussi le sud de la France dans mes études, où là, les sécheresses sont quand même beaucoup plus hautes. Voilà, donc la sécheresse, malgré le fait qu'on ait une alternance de bonnes et de mauvaises années, elle va progressivement s'installer après les années 2030 dans le nord-ouest de la France. Donc, je vous ai parlé pour l'instant de l'eau dans les sols agricoles. Il y a aussi de l'eau dans les nappes phréatiques, il y a aussi de l'eau en écoulement de surface, dans vos ruisseaux. Là, c'est l'écoulement de surface en 2041 et 2070. En bleu, c'est qu'on s'attend à avoir plus d'eau dans nos rivières. Donc, c'est le cas en hiver et au printemps, parce que je vous ai dit qu'il pleuvait plus d'ailleurs. Donc, effectivement, il y aura plus d'eau dans nos rivières. Par contre, en été, il pleuvra moins. Donc, on aura une baisse des niveaux de l'eau. Donc, une accentuation aussi du cycle de l'eau en surface. Et vous aurez une accentuation du cycle de l'eau également en profondeur. Ça, c'est une étude hydrogéologique. Alors ici, on a une augmentation du niveau des nappes. Ici, on a une baisse du niveau des nappes. Et ici, il y a surtout la conclusion, c'est fréquence accrue des sécheresses hydrogéologiques, c'est-à-dire de l'eau de surface en moins et de l'eau dans les nappes phréatiques en moins. Mais ceci dit, les nappes phréatiques, ce n'est pas forcément ce qui court les rues. En Bretagne, vous dépendez beaucoup de l'eau de surface et aussi un petit peu plus quand même, un petit peu moins, ceci dit, du côté de Nantes. Ça, c'était pour l'eau. Voilà, donc à ce niveau-là, on reste dans la thématique de l'eau. Par contre, je vais sortir un petit peu de la thématique, je vais aussi vous parler des températures, puisque l'évolution du changement climatique ne se voit pas uniquement que sur l'eau. Alors, vous avez ici la température moyenne mondiale, qui augmente, forcément. Et j'ai fait exprès de vous mettre cette petite figure, surtout pour les jeunes qui sont au fond, parce que vous êtes comme moi peut-être confrontés à on va dire des controverses sur les réseaux sociaux ou des insultes parfois, des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de changement climatique, qui nous disent par exemple que depuis 2015, il n'y a pas de changement climatique, c'est plat. Effectivement, si je découpe une courbe en hausse en petits paliers stables, voire en baisse, je peux dire que là, il y a un refroidissement climatique. En réalité, ça s'appelle du cherry picking, vous l'avez ici, ou picotage en français, c'est que je sélectionne juste une partie de la courbe qui m'intéresse pour prouver l'inverse de ce qu'elle dit. Donc, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de changement climatique depuis 2015, vous pouvez vous douter qu'on n'a pas de thermomètre depuis 2015, on les a bien avant. Qu'est-ce qui se passe en France? Du coup, vous avez là l'aire de répartition de température moyenne. Ici, à Nantes, il faisait à peu près 12 degrés au bord de la côte et dans les terres, il faisait 11 degrés de température moyenne. C'est classique dans le climat tempéré. Chez moi, à Montpellier, il faisait à peu près 14 degrés de température moyenne. En 2070, pour un réchauffement modéré, sur lequel on est encore au-dessus, à Nantes, il fera la température moyenne de Montpellier. Tandis qu'un petit peu plus loin dans les terres, il fera la température moyenne de Toulouse, à Le Mans et puis à Rennes
également. Donc, on a un climat méditerranéen qui remonte sur le climat aquitain et le climat aquitain qui remonte sur la Bretagne. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que si derrière, au fond de la salle, il y a des agriculteurs qui veulent s'installer, ils ne feront pas forcément les mêmes productions que les agriculteurs qui sont présents un peu plus bas dans l'assemblée, puisque l'aire de répartition de l'agriculture dépend essentiellement de la température moyenne. Si votre température moyenne évolue, votre potentiel de production évolue au sein de l'année, mais aussi au sein du sud et du nord de la France. On le verra aussi tout à l'heure. Là, c'est une figure très importante. Alors, autant la température moyenne, elle va vous garantir l'aire de répartition de vos cultures. Autant les températures extrêmes, ici les canicules, vont vous déterminer les pertes aussi de rendement. Parce qu'il suffit d'avoir 2 jours à 45 degrés en plein milieu de l'été, vous avez des pertes de rendement alors que tout le reste de l'été était bon. Alors ici, vous avez les canicules de 1940 jusqu'à 2024. À partir des années 2000, on a 4 fois plus de canicules qu'avant. Maintenant, on ne parle plus de risque de canicule, on parle de saison des canicules. On peut en avoir plusieurs dans la même année. Ça, c'est important, puisque les jeunes qui sont dans la salle, au fond, ils sont nés après les années 2000. Souvent, sur les réseaux sociaux, j'ai quelques petits jeunes qui viennent me dire « Arrête, monsieur Zaka, d'exagérer, il y a toujours eu des canicules en France. » Bah oui, tu as 19 ans. Là, tu as vécu à peu près 24 canicules depuis que tu es né. Mais les personnes qui sont plus bas dans la salle, parce qu'il y a un beau gradient d'âge quand même, eh bien, avant, ils avaient une canicule tous les 4 ans en moyenne. Tout le monde se rappelle de 76, tout le monde se rappelle de 83. Peut-être que quelqu'un se rappelle de 47, je ne sais pas trop, c'est peut-être un peu trop âgé. Mais du coup, de 2003 aussi, on s'en rappelle. Mais maintenant, il y a tellement de canicules que si je vous dis la canicule de 2007, de 2015, de 2017, de 2018, ça devient classique. Et ça, c'est très important. Il faut rappeler à nos jeunes qu'est-ce qu'était le climat français d'avant. Parce qu'on l'oublie trop rapidement. On l'oublie trop rapidement. Pourquoi? Parce que par exemple, là, cet été, on m'a dit, monsieur Zaka, l'été a été très froid cette année. Ben, si vous prenez la température moyenne de l'été 2024, c'est l'été le plus chaud qu'aurait eu la France entre 1900 et 2000, donc le siècle passé. Ça aurait été l'été le plus chaud. C'est-à-dire qu'avant les années 2000, on n'avait jamais eu un été comme 2024. Maintenant, on a un été 2024, il pleut, bah, du coup, on trouve qu'il fait froid. Mais je peux vous dire que vous, en tant qu'homme, vous rentrez chez vous, vous pouvez mettre le chauffage peut-être ou la clim, mais les végétaux qui sont dehors, bah, ils l'ont vécu comme un été chaud en fait. Ils ne sont pas adaptés, ils n'ont pas des températures artificielles comme nous. Alors au niveau des jours à 35 degrés, ici 1960-2080, vous avez un nombre de jours à 35 degrés qui évolue à la hausse forcément, avec ceci dit un petit peu moins de jours à 35 degrés sur le nord-ouest de la France et en altitude bien sûr. Et ici, vous avez un beau gradient entre la partie maritime et l'intérieur des terres. Voilà. Si je regarde d'ailleurs les températures, je n'ai pas le graphique, mais si je regardais les températures à 35 degrés ici à Nantes, on observerait on avait un, voire 2 jours maximum à 35 degrés avant les années 2000. Maintenant, on en a 3, 4, 5. Et d'ici quelques années, on aura peut-être 15 ou 20. Ceci dit, je tiens à relativiser. Chez moi, à Montpellier, c'est 50 jours au-dessus de 35 degrés. Donc, au niveau adaptation agricole, c'est plus important. Alors maintenant, on va se rafraîchir un petit peu avant d'aller dans l'agriculture. Ici, vous avez le nombre de vagues de froid. Chaque bulle est une vague de froid. Ce qu'on observe, c'est qu'on avait 56, on avait 63, je crois que c'est l'hiver de l'abbé Pierre, ou enfin un des trois, là, de 54. Enfin, 54. Enfin, l'abbé Pierre, qui finalement n'était pas si abbé que ça. 1985-1987, que je n'ai pas connu d'ailleurs, mais c'est les vagues de froid les plus proches. 96, que je me rappelle avoir vu mes premières chutes de neige lorsque je suis arrivé du Liban, d'ailleurs, réfugié de guerre. Et 2012, c'est la dernière vague de froid pendant ma remise de diplôme avec moins de 19,8 degrés à Dijon. Depuis, il y a eu 2018, une toute petite vague de froid, mais on n'a pas eu de vague de froid. On a eu, depuis les années 2010, 3 vagues de froid pour 20 canicules. Vous voyez le déséquilibre. Et ce déséquilibre est un des symboles du changement climatique. Le nombre de jours inférieurs à 0 degré en 1960 et 2080, vous voyez ici, on est sur du rouge-orange, donc à peu près 80 jours, 40 à 80 jours de gel. Dans l'avenir, on diminue en dessous des 10 à 20 jours de gel. Le gel régresse en France puisque la température augmente.
Donc, vous avez le nombre de jours de sel ici à Lelandreau qui diminue progressivement tout le long du siècle, en rouge étant le climat, le réchauffement le plus chaud. Alors, vous allez me dire, mais c'est vachement bien pour le tourisme. Et là, je suis d'accord avec vous. Hein, pour boire des bières en terrasse un peu plus longtemps dans l'année, je veux bien. Moi, j'ai même fait un barbecue, une dinde de Noël au barbecue il y a quelques années à Poitiers, quand j'étais en thèse là-bas. Ceci dit, pour les agriculteurs, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Puisque le gel en agriculture, premièrement, ça nettoie vos parcelles. C'est le meilleur insecticide. S'il fait moins 15, les pucerons, les moustiques, tout ça, ça y va. J'ai encore des moustiques à Montpellier en décembre, là, je tiens à préciser. Les moucherons aussi pour la FCO, la maladie des animaux, etc., etc. Et ensuite, vos arbres. Tous les arbres que vous avez dehors, notamment la vigne, mais aussi l'arboriculture, eh bien, ils ont besoin de froid pour fleurir. Si vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de rendement. Le pommier golden, vous connaissez la pomme golden, c'est la pomme un peu verte, jaune qu'on a dans les magasins. Il a besoin de 1000 heures en dessous des 7,2 degrés pour fleurir. La pomme gala, c'est 900 heures en dessous des 7 degrés. La pink lady, c'est 600 heures en dessous des 7 degrés. Si elle ne les a pas, elle ne fleurit pas. L'abricot dans le rouge du Roussillon, l'abricot rouge du Roussillon dans le Roussillon, pardon, rouge du Roussillon, c'est sa variété, n'a pas fleuri cette année puisqu'elle n'a pas eu ses 600 heures de froid à 700 heures de froid. Voilà pour ça. Bon, maintenant, on a fini la partie climat. On la met de côté. Je vous ai tendu des perches sur les choses les plus importantes. Et maintenant, on va faire comme les agriculteurs. On va essayer de traduire ce que vous avez appris sur le climat, mais sur les conséquences territoriales et agricoles, et en gros sur la production agricole. Vous avez ici une image de Barcelone. Là, c'est la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone, avec des éclairs qui tombent en Méditerranée. Allez, je commence par le local. Alors, on va peut-être être un petit peu étonné de tout ce qui va se dire après. Le local d'aujourd'hui est-il le local de demain? En gros, est-ce que quand vous irez au marché, vous achèterez la même chose à Nantes ou autre chose? En gros, est-ce que si vous êtes agriculteur dans l'avenir, est-ce que vous produirez la même chose que maintenant? Alors, je commence à regarder par ces belles cartes parfaites par l'INRA de Nancy en 2004. C'est le projet Carbophore. De ce projet, on a l'aire de répartition, on appelle ça la biogéographie, de nos arbres principaux, de nos forêts. Vous avez ici en rouge, là, l'aire du chêne vert méditerranéen. Le chêne vert méditerranéen s'accompagne du thym, du romarin, de l'abricot, de la vigne, des légumes, du soleil, de la pétanque, du Ricard, de la piscine, des vacances, etc., etc. C'est la garrigue. C'est votre aire de répartition de la garrigue que vous avez ici. Là, en 2000, hein, en orange, vous avez l'aquitain, les pins de la Palmyre, par exemple, la vigne aussi à Bordeaux, les carottes de sable. Et là, vous retrouvez l'ensemble atlantique, châtaignier, néflier, le bouleau, l'érable, etc., que vous avez ici. Dans l'avenir, ce qu'on observe, c'est que le climat aquitain ou certaines caractéristiques remontent avec son paysage. Donc à Nantes, vous aurez plutôt quelque chose qui ressemblera à la Palmyre. Tandis qu'à Poitiers, on aura quelques oliviers qui apparaîtront, qui apparaissent déjà d'ailleurs du côté de Cognac. Et le climat méditerranéen, la garrigue et sa cigale chanteront jusqu'à Lyon ou jusqu'à Bordeaux. Donc notre paysage évolue. Chaque forêt est accompagnée d'un type de culture. Lorsque vous allez en Méditerranée, vous n'avez pas du maïs. Ça n'existe pas. Ce n'est pas soutenable en termes d'eau. Vous n'avez pas de vaches laitières. Il fait trop chaud pour les vaches laitières. Vous avez plutôt de l'ovin ou du caprin. Lorsque vous remontez ici dans la région, il y a un petit peu plus d'eau. On peut avoir du maïs, on peut avoir du maraîchage, mais plutôt du maraîchage des poireaux, aussi des choux-fleurs qu'on retrouve, peut-être un peu de tomates en été. En Méditerranée, on a des tomates, des courgettes, de l'aubergine, les légumes de la ratatouille. Et bien, tout ça, ça évolue. Et si je regarde l'aire de répartition, la principale culture ici, la vigne, que vous avez dans la région, vous avez son aire de répartition. C'est une modélisation que j'ai faite pour l'Union européenne, parce que je ne suis pas juste conférencier, je suis agro-modélisateur. Hein, j'analyse les données sur lesquelles je discute. Vous avez ici l'aire de répartition de la vigne. En bleu, vous avez en 1960 les cépages qu'on retrouve ici: Pinot Noir, le Meunier, le Chardonnay, le Riesling, le Sylvaner, l'Auxerrois, le Gewürztraminer, le Sauvignon. C'est l'Alsace, c'est la Bourgogne, c'est la Loire, c'est le Valais, etc., etc. Vous avez en vert là
d'année 1930, c'est le Bordelais. En jaune, année 1950, c'est le Syrah Marsanne Roussanne, c'est la vallée du Rhône. Et en orange, c'est Corse Toscane Pic Saint-Loup qui arrive en 2080. L'ère de répartition des cépages évolue. Si vous êtes vigneron, le vin que vous ferez dans l'avenir n'aura ni la même couleur ni le même goût. Qu'on soit d'accord, il y aura toujours du vin, contrairement à l'Espagne, elle, qui perd son potentiel de vin, et au nord de l'Afrique, ça s'appelle une désertification. Mais ici, il y aura toujours du vin. C'est juste qu'il n'aura plus du tout le même goût, et peut-être aussi les mêmes paysages dans les parcelles, on le verra tout à l'heure, notamment par rapport à la protection de l'eau. À Lelandreau, vous avez ici l'évolution du potentiel de ville. Donc, région 1B, c'est plutôt l'Alsace. Région 2, là, c'est plutôt le Bordelais. Région 3, c'est plutôt Vallée du Rhône. Région 4, c'est plutôt la Corse. Donc, vous voyez, progressivement, suivant le scénario climatique, en rouge étant le plus fort, on avance d'ici 2100 sur ces gammes de cépages. Alors, je tiens à préciser, quand je dis on aura du Bordelais, on n'aura pas du Bordelais dans la Loire, puisque le sol et le microclimat est aussi très important. C'est des cépages bordelais qu'on aura ici. Voilà pour cette évolution-là. On ne pourra pas faire de la vigne partout, il faut respecter aussi le sol. Alors, vous avez un potentiel qui arrive, qui sera très intéressant sur toutes les cartes, je l'observe, c'est l'arboriculture. Et ça, c'est important aussi parce que l'arbre étant très important dans nos futures parcelles. 1960-2040, ici, c'est l'abricot rouge du Roussillon. L'abricot rouge du Roussillon, qui pour l'instant est en pourcentage de réussite, ici 80 à 100%, il est actuellement dans le Roussillon. C'est pour ça qu'il s'appelle rouge du Roussillon. Dans l'avenir, il s'appellera toujours rouge du Roussillon. Par contre, il poussera à Rennes, à Laval, à Nantes et peut-être à Angers, une future zone où on retrouve beaucoup d'ailleurs d'espèces arboricoles qui pourraient s'implanter grâce à votre risque de gel qui diminue, mais aussi des étés peut-être un petit peu plus doux. Il poussera aussi du côté d'Agen, où l'abricot sec, le pruneau sec d'Agen deviendra peut-être l'abricot sec d'Agen. J'étais justement au Congrès des légumes de France à Agen il y a une semaine. Donc, ce sont des améliorations progressives de l'agriculture. La pomme golden, qui n'aura plus suffisamment d'heures de froid, par contre, elle commencera à disparaître d'ici les années 2050 et progressera dans le nord-est de la France. Actuellement, elle est bien implantée dans la région. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pommes, ça veut dire qu'on change de variété, qui aura besoin de moins d'heures de froid. Alors, dans tous ces arrivées, il y a la patate douce. Je prends l'exemple de la patate douce parce qu'on a l'habitude des frites en Belgique et en France. Ces frites de patate douce pourraient peut-être même investir nos restaurants, mais elles seront locales de plus en plus. Dans l'avenir, le climat se réchauffant, il sera favorable à la patate douce. Mais il sera favorable à l'olivier. Alors, peut-être pas jusqu'à Nantes, cependant, mais pas très loin d'ici, dans le Poitou, on commence déjà à voir l'avenir en plantant des oliviers. Ces oliviers qui disparaissent d'ailleurs d'Andalousie, c'est 2095. Il fait trop chaud pour l'olivier et on a des potentiels très intéressants dans le Poitou, mais également dans le sud-ouest de la France. Il y a des entreprises d'ailleurs qui installent ces oliviers. Je tiens à préciser parfois à la place du maïs, vu que la thématique est l'eau, l'olivier consomme à peu près 50% de moins d'eau que le maïs sur une parcelle. Il est plus adapté au changement climatique que le maïs dans l'avenir. Donc, faire face au changement climatique, c'est aussi savoir changer de filière. Cependant, et c'est là où ça devient compliqué, parce que j'ai dit le mot filière, il faut savoir qu'un changement de filière se fait en 30 ans minimum. C'est pour ça que quand je vous parle de l'olivier maintenant, il faut y réfléchir 30 ans en avance. Et ces changements de filière ne se font pas en claquant des doigts, ça fait intervenir les politiques, le social, les consommateurs, et pas que les agriculteurs. Ce ne doit pas être seulement les agriculteurs qui vont déverser des milliards d'euros pour inventer nos nouvelles filières et nos nouveaux plats de demain. Tout le monde doit s'y mettre, qu'on soit d'accord. Alors, vous avez le noisetier, parce qu'on parle beaucoup du Nutella. Hop, le Nutella, il n'est plus fait, déjà il n'est pas fait en France, il est fait en Turquie, et en plus l'entreprise est italienne. Mais ceci dit, la noisette disparaît progressivement de nos régions. Donc, il y a des gains, il y a aussi des pertes. Alors, il y a toujours des gains. Là, la cacahuète, par exemple, pour ceux qui aiment l'apéro, la cacahuète remonte. Et je tiens à préciser qu'on ne la mangera pas seulement salée à l'apéro, quoi. On peut l'intégrer aussi dans des plats, comme on le fait beaucoup en Afrique ou au Moyen-Orient. Le pois chiche, en parlant du Moyen-Orient, lui aussi, il remonte de 1961-2071. Donc, il s'intègre progressivement dans nos futures rotations. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des espèces qui s'intègre le plus vite avec la vigne, qui évolue le plus. Vigne, d'ailleurs, qu'on voit maintenant en Bretagne, en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais. Je tiens à préciser.
Alors, dans tous ces aspects positifs, j'aime bien parler aussi de positifs, il y a aussi des aspects négatifs. Le maïs grain, 1961-2071, ce qu'on observe, c'est que dans un premier temps, il est intéressant dans la région sans non plus être la région la plus favorable. Mais dans l'avenir, surtout à partir de 2050, il fera trop chaud et surtout trop sec pour le maïs. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on trouve de nouvelles variétés, ou soit on change complètement de filière, ou soit on améliore le sol, ou on améliore la texture du paysage pour pouvoir garder le maïs un peu plus longtemps. Mais dans tous les cas, le changement climatique sera trop important. Ça ne veut pas dire qu'il disparaîtra de France, mais il se décalera plutôt vers le nord-est de l'Europe ou de France. Voilà, donc ça c'était pour le local. Là, ce sera un peu plus maraîchage parce que le maraîchage, il fonctionne aussi par saisonnalité. Vous savez, les tomates, ça ne pousse pas en hiver. Les salades, ça ne pousse pas aussi en plein soleil en été. C'est ça la saisonnalité maraîchère. Et vu que le climat évolue, la saisonnalité va forcément évoluer. Vous avez ici l'exemple le plus frappant, le plus célèbre de France, c'est la saisonnalité de la vigne. D'ailleurs, c'est pareil sur les vignobles de Loire, mais là, je prends l'exemple de Beaune. Depuis 1659, on a eu une avancée des dates de vendange d'à peu près 20 jours. On décale tout ce qui se passe dans l'année au niveau agricole. La floraison des cerisiers est aussi plus précoce. La date de maturité de certains fruits est aussi plus précoce. Tout est plus précoce. La date de semis des maïs est plus précoce. Celle du blé se décale également. En fait, on a tellement parfaitement adapté notre agriculture, les dates de semis, les variétés au terroir, que le climat évoluant, bah forcément, ça bouleverse tout. Tout est amené à évoluer. Là, vous avez la date d'éclosion du marronnier officiel de Genève, donc plus un arbre. Donc, on a gagné à peu près 1 mois sur cette date d'éclosion à Genève, ce qui est extrêmement conséquent. La date de pleine floraison du cerisier japonais à Kyoto, donc là je pars au Japon, mais c'est la plus longue série phénologique du monde depuis 812. Eh bien, on avait de belles variations ici, et puis là, on n'a plus forcément les mêmes variations. On a une descente à peu près 2 semaines d'avance. Nos cerisiers, d'ailleurs, ici dans la Loire, fleurissent, dans la vallée de la Loire, fleurissent à peu près 2 semaines en avance. Alors, vous allez me dire, bon, bah, du coup, c'est quoi le problème? Il fleurit plus tôt, on récolte plus tôt, enfin, c'est juste des cycles qui changent, quoi. En réalité, c'est plus complexe que ça. Parce que vous savez, on a tellement adapté nos variétés, nos espèces au territoire, que nos dates de floraison arrivaient après les derniers gels. Ou alors, les dates de floraison n'avaient pas lieu pendant les canicules. Ou alors, nos variétés de blé étaient récoltées avant les périodes caniculaires. On a tellement parfaitement adapté notre agriculture que le climat évoluant, on peut maintenant avoir des superpositions entre des problèmes climatiques et des stades de sensibilité. C'est l'exemple du gel. Nos dates de floraison des arbres ont gagné 2 à 3 semaines. Ici, 1970-2000. Du 11 mars au 11 mai, on a l'ouverture des bourgeons et le risque de gel qui diminue progressivement. Plus tard, qui diminue jusqu'au sein de glace. 2020-2050, on a gagné à peu près 2 à 3 semaines sur l'ouverture des bourgeons. On a perdu qu'une semaine de gel. Du coup, on se retrouve avec des floraisons alors qu'il y a encore un risque de gel. Et c'est pour ça qu'on a plus de pertes de rendement dues au gel dans un contexte de changement climatique. En fait, on a dérégulé la parfaite régulation qu'on avait faite sur nos vergers, nos variétés et nos espèces. Dans le même temps, ça c'était pour la quantité de produits. Dans le même temps, la qualité de produits a évolué. Vous avez là le degré d'alcool potentiel des vins du Languedoc-Roussillon depuis 1984. On a gagné 2 degrés de potentiel d'alcool. Nos vins sont plus alcoolisés, sont plus forts, car on l'a peut-être remarqué, pour ceux qui ont l'habitude de boire du vin depuis à peu près 30 ou 40 ans, nos vins qu'on avait avant sont plus alcoolisés maintenant. Et pour nos jeunes en haut, nos vins que vous allez boire quand vous serez plus âgés et peut-être majeurs, je ne sais pas s'il y a des mineurs, eh bien, les vins-là seront encore plus alcoolisés que ceux qu'on boit maintenant. Là, c'est pareil à Cognac, on a gagné à peu près 2 degrés. Pourquoi? Là, c'est pareil, c'est un décalage de la phénologie des stades de la vigne. Vous avez ici 1970-2000, le remplissage des baies en août-septembre. Il se décale en juillet-août maintenant, et le risque de sécheresse a augmenté, c'est-à-dire que la superposition entre le moment où la grappe a besoin d'eau et le moment où il n'y a pas d'eau se superpose parfaitement. C'est-à-dire que nos grappes, elles n'ont plus suffisamment d'eau pour grossir bien. Si elles grossissent moins, ça veut dire que le sucre dans la grappe est plus concentré. Si le sucre est plus concentré, quand on récolte la grappe, vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, il y a plus d'alcool.
Voilà. C'est une évolution climatique qui explique cette évolution de la vigne. Et je terminerai pour la saisonnalité par le maraîchage, puisque ici, vous êtes aussi un pays de production maraîchère. Vous avez ici le potentiel de la tomate hors serre en la semaine 33, donc le cœur de l'été 1970. Là, c'est la même semaine, le cœur de l'été, la semaine 33, en 2070. Ce qu'on observe, c'est que la tomate, elle gagne beaucoup de potentiel dans la région. La tomate, la courgette, le concombre, l'aubergine, le poivron, le piment, enfin tout ce que vous voulez. En gros, il y a beaucoup d'avenir pour le maraîchage dans la région, à condition, bien sûr, de s'adapter aux canicules et à l'ensoleillement excessif, et à condition aussi de s'adapter au déficit d'eau par rapport à la moindre utilisation de l'eau de cette production agricole. Donc, vous avez des potentiels agricoles qui débarquent par le sud. Ici, c'est la tomate. Là, vous avez la salade aussi qui, pour l'instant, elle est plutôt dans une bonne production, mais surtout dans l'avenir, c'est plutôt les côtes de la Manche qui vont récupérer la salade et la mâche, tandis qu'ici, en été, on aura plutôt d'autres types de cultures. Voilà. Alors, dans tous les cas, vous voyez là ce qui se passe en Espagne. Je remets la tomate dans l'autre sens. Là, la tomate italienne, espagnole, de Provence, la tomate que l'on connaît maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle disparaît progressivement. L'été ne sera plus favorable aux légumes de l'été en Espagne et en Italie. Et là, c'est pour vous mettre une petite graine dans le cerveau aussi. Il faut absolument qu'économiquement parlant, pour les agriculteurs, on reprenne ce potentiel de maraîchage. Bien sûr, en adaptant notre façon de produire, mais il faut qu'on ait du maraîchage en France parce qu'on a des potentiels intéressants pour l'agriculture, notamment climatique. Et il va falloir qu'on nourrisse aussi une certaine catégorie de population qui, elle, n'aura pas forcément accès à des légumes et des fruits bon marché alors qu'ils nous ont nourris pendant plusieurs décennies. Voilà, c'est une inversion en fait de la situation par rapport à la désertification espagnole. Voilà pour ça. Je vais parler du blé, de géopolitique. Juste, s'il y a des maîtres du temps, n'hésitez pas à me dire si je dépasse combien de temps il me reste. Et faites-moi un signe quand il reste 5 minutes. Parfait. Parfait, parce que je ne suis pas venu ici pour vous parler que de science. On va faire un peu de géopolitique. Parce que l'agriculture, c'est pas que Nantes, c'est pas que les maraîchers de Nantes, c'est pas que les vignobles, des très bons vins d'ailleurs, de Nantes, et de l'Est de Nantes. C'est aussi intégré dans une politique mondiale. Lorsque vous produisez du blé, il n'est pas forcément destiné au boulanger que de Nantes. Il est aussi destiné à un marché mondial. Alors, ça peut se discuter dans un contexte de mondialisation et surtout de gaz à effet de serre. Ceci dit, c'est la réalité, malheureusement, du marché agricole pour l'instant. Et donc, on s'intègre dans une géopolitique. Quand on regarde l'évolution du blé en France depuis 1815, donc depuis l'époque de Napoléon, eh bien, vous avez là la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, les progrès chimiques, génétiques, technologiques et puis mécaniques de la Seconde Guerre mondiale se sont retrouvés après dans d'autres secteurs de l'économie. Alors je dis progrès entre guillemets, puisque maintenant on atteint les limites de ce terme, vu qu'environnementalement parlant, on a des impacts trop importants. Maintenant, il s'agit plus d'intégrer des progrès scientifiques qui renouvellent. On parle de régénération même agricole, du sol, etc., des paysages. Il faut réintroduire les bonnes idées du passé avec les bonnes idées du présent pour faire un bon mélange, un bon compromis. Alors, ce n'est pas encore totalement le cas, mais j'espère qu'on va y arriver. Ceci dit, depuis les années 2000, on a une stabilisation des rendements du blé avec de bonnes, de mauvaises années, souvent dues à des excès ou des déficits d'eau. Le blé, il a les deux. Contrairement au maïs, lui, il a les sécheresses. Le blé, lui, il a les excès et les déficits d'eau au printemps. Les scientifiques se sont d'ailleurs attardés sur ce plateau et se sont dit, bon, je vais étudier ce plateau et je vais me dire, pourquoi il y a un plateau alors que pourtant on a des progrès génétiques encore présents. Il y a plusieurs raisons. La première raison est climatique, forcément. Il y a plus d'impact climatique au mois de mai et de juin sur le blé. La deuxième raison, c'est des décisions politiques, donc des politiques environnementales qui, à juste titre, reviennent pour pas non plus exploser les rendements, mais garder de bons rendements assez élevés pour suffisamment manger sans non plus faire trop d'excès. Changement des rotations, il y a moins de légumineuses dans nos parcelles, or les légumineuses fertilisent le sol. La baisse de la fertilité des sols, nos sols ne sont pas morts, je tiens à le préciser, mais ils ont perdu énormément de matière organique. L'objectif maintenant, c'est de la
retrouvés par des pratiques agricoles qui protègent beaucoup plus nos sols. Puis après, il y a un effet de l'ozone, mais là, c'est un petit peu plus technique. Voilà, donc les rendements du blé se sont stabilisés pour différentes raisons politiques ou environnementales. Les environnementales étant majoritaires. Alors, quand je regarde maintenant la carte du blé en 2050, c'est une thèse qui a été faite pour la Cour des comptes et qui a été reprise par la Caisse centrale de réassurance en partenariat avec l'Institut Agro Rennes-Angers, donc pas très loin d'ici. Donc ici, vous avez des hausses, stabilisation ou hausses de rendement qui sont attendues. Ça dépend des... Il y a plus d'analyses scientifiques qui montrent des hausses. Là, effectivement, il y a une faible baisse, mais en général, on voit plus de hausses dans les rendements. Un petit peu plus au sud, Nantes compris, on a une légère baisse des rendements, et plus on descend au sud, plus la baisse est importante. C'est-à-dire qu'on a un beau gradient ici, nord-ouest, sud-est, de nos rendements de blé dans l'avenir. Donc, quand je projette sur cette courbe de tout à l'heure, le nord voit ses rendements augmenter. Quand je dis nord, c'est le nord de Nantes jusqu'à Lille. Et le sud voit ses rendements diminuer. Là, c'est vraiment de Nantes jusqu'à Nice. Pourquoi les rendements de blé du Nord augmentent encore alors que la sécheresse progresse? Là, je vais vous parler du CO2, parce que je n'ai pas encore parlé du CO2, malgré que je suis agroclimatologue. Mais je vais dire des choses positives sur le CO2. Attention cependant, pour la photosynthèse de nos végétaux, il faut du CO2. Parce que l'équation de la photosynthèse, c'est CO2 plus eau donne le reste des sucres pour la plante. S'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de photosynthèse. Donc, il y a des gens qui me disent que le CO2, c'est la vie et il faut du CO2 pour fertiliser nos plantes. Alors oui, c'est le cas, mais par contre, il faut de l'eau. CO2 plus eau donne les sucres. S'il n'y a pas d'eau, on n'exploite pas ce CO2 en excès. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on polluera plus que nos végétaux vont pousser plus, il faut qu'il y ait de l'eau. Encore la thématique de cette conférence, l'eau. Donc, dans le nord de la France, on aura plus d'eau dans nos sols agricoles à la sortie de l'hiver. Et donc, on peut exploiter ce CO2 en excès pour produire du blé. Dans le sud, il y aura moins d'eau, parce que les sécheresses arrivent plutôt au printemps. Et donc, on ne pourra pas exploiter ce CO2. D'où la hausse et la baisse des rendements dans le nord et le sud de la France. En solution adaptation, il y a plusieurs types de solutions, il n'y en a pas qu'une seule. Elles sont toutes complémentaires, qu'on soit d'accord. Je ne vais pas venir vous vendre des OGM, ce n'est pas forcément une bonne solution. Je ne vais pas venir vous dire qu'il faut des réserves en eau, des réserves de substitution ou des méga-bassines pour irriguer, c'est la seule solution. Ce n'est pas le cas. Ce sont plusieurs aspects qui font l'adaptation à l'agriculture. Dans ces aspects, on peut retrouver la génétique, par exemple, amélioration de la résistance à la sécheresse ou à la canicule, aller chercher l'eau en profondeur avec des racines plus profondes. On peut retrouver tout simplement des choses terre à terre, l'agronomie, on décale les dates de semis, on évite de faire du labour, on met des couverts végétaux dans les parcelles pour protéger nos sols, ça on le verra tout à l'heure avec des végétaux. Sur les paysages aussi, les arbres peuvent être importants. Le sociétal, réduction des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, la recherche, si un jour on remet des fonds pour faire de la recherche, le matériel, les outils d'irrigation par exemple, la biogéographie, là c'est pas forcément valable pour le blé. Voilà. Je peux continuer la liste, hein. Mais lorsque quelqu'un vient sur un plateau télé et va vous dire « Moi je sais, qu'est-ce que c'est l'avenir? L'avenir c'est le maïs », bah, il ne faut pas le croire. Lorsqu'une personne vient vous dire « Moi je sais, l'avenir c'est l'irrigation », il ne faut pas le croire. Et lorsqu'une personne vient vous dire « J'ai la meilleure des technologies génétiques pour améliorer ma plante et avoir la plante la plus résistante à 45 degrés », il ne faut pas le croire aussi. Par contre, quand un scientifique vient vous dire « Vous prenez quelques solutions suivant les territoires, suivant les types de sols et suivant vos cultures », et ben là, vous pouvez vous dire que la complexité du problème, du coup, découle la complexité d'une solution. Alors, bon, ça c'était la petite partie adaptation. Mais je vais cette fois-ci partir sur de la géopolitique. Je dézoome. Je ne suis pas juste sur Nantes, je ne suis pas juste sur l'ouest de la France. Là, je prends la figure d'évolution du blé, du rendement du blé en Europe, par le GIEC. Vous avez cette belle ligne qu'on retrouve ici, dans le nord de l'Europe, hausse des rendements, dans le sud de l'Europe, baisse des rendements. Alors, cette hausse des rendements se continue en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne et en Russie.
qui ne sont pas présentes sur cette carte, mais c'est le cas. Il y a des hausses de rendement qui sont attendues, notamment par le fait que le CO2 monte dans l'atmosphère, ça favorise la photosynthèse. Deuxième point, il y a moins de gel, donc ça augmente la fenêtre de potentiel de culture, le nombre de variétés. En plus de cela, nos amis russes ont eu beaucoup, nos amis, enfin, c'est façon de dire, les Russes ont eu beaucoup de restrictions de la part de l'Union européenne, ce qui ont fait qu'ils se sont recentrés sur leur agriculture vu qu'ils ne pouvaient plus faire d'échanges et qu'ils ont structuré leur filière. Donc, hausse des rendements, structuration des filières, effet du CO2, baisse du nombre de jours de gel, fonte du pergélisol, on retourne la terre, on met des cultures, parce qu'ils s'en foutent du changement climatique, les Russes, eh bien, ça a fait que les Russes sont passés en 15 ans d'importateurs, donc ils n'avaient pas assez de blé cultivé pour nourrir leur population, ils sont passés d'importateurs à premiers exportateurs mondiaux. Et depuis que les Russes sont les premiers exportateurs mondiaux, on a ici 2007, vous voyez les prix du blé, comment ils évoluent. Là, c'est les prix sur le marché mondial. Les mauvaises récoltes en Europe et aux US ont fait un pic dans les années 1995-96. Mais maintenant, les pics, c'est plus des pics, c'est des montagnes russes. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Ce n'était pas volontaire. Donc là, vous avez par exemple une crise alimentaire mondiale, taxe sur les exports russes, l'annexion de la Crimée, la sécheresse en Russie, un embargo en Russie à cause de la sécheresse, l'invasion de l'Ukraine. Les prix du blé, donc les problématiques dans les pays pauvres qui doivent s'alimenter sur les marchés mondiaux, sont de plus en plus importants. L'agroclimatologie n'est pas juste une science pour savoir qu'est-ce qu'on cultive à Nantes, c'est une science aussi pour s'adapter aux conflits futurs, notamment alimentaires. Voilà, qu'on soit d'accord. Il est important de continuer à produire en Europe pour éviter de dépendre de pays qui sont justement pas nos amis. Alors, vous avez maintenant le maïs grain. J'irai plus vite sur le maïs grain. On a parlé du blé. Sur le maïs grain, vous avez cette belle hausse des rendements ici, toujours avec ce qu'on appelle entre guillemets le progrès, qu'on remet en question maintenant sur une autre définition du progrès. Alors, on a une hausse qui progressivement se stabilise, avec de bonnes années, une année sur 3 avec de bons rendements, 2 années sur 3 avec de mauvais rendements. Ce qu'on observe, c'est que dans le nord, alors quand je dis nord, c'est nord de Nantes jusqu'à Lille, on a des rendements qui continueront de progresser parce qu'il fera plus chaud et le maïs aime la chaleur. Et il y aura toujours un peu d'eau en été. Par contre, ils diminueront plus tard. Par contre, à partir de maintenant, à partir du sud de Nantes jusqu'à Nice, les rendements diminuent. Et même dans le sud de la France, en irrigué, ils continueront de diminuer parce qu'il n'y a pas que les stress hydriques, il y a les stress thermiques. Si vous avez votre blé qui a les pieds dans l'eau, s'il fait 40 degrés, il y aura quand même des brûlures. Voilà. Donc les rendements diminuent. Si je regarde cette cartographie de l'Europe à plus 1,5 et plus 2 degrés, ce qu'on observe, c'est qu'on a une hausse des rendements du maïs qui est attendue ici parce que la chaleur remonte, tandis que les rendements du maïs diminuent et progressivement même en non irrigué. Alors là, c'est la catastrophe en non irrigué, il n'y aura pas de maïs, je tiens à le préciser. Or, le maïs, il est cultivé actuellement sur toute cette partie de France, dans la zone qui sera le plus impactée. Quand je vous dis que le maïs n'est pas une culture d'avenir, contrairement à certaines géographes climato-sceptiques qui se prennent pour les rois du maïs, eh bien, ce n'est pas pour vous dire que je suis contre l'irrigation, contre les pesticides ou contre le labour. C'est économiquement parlant, le maïs n'est pas une culture d'avenir. Autant vous tourner dès à présent vers une culture d'avenir. Alors, il peut y avoir le tournesol, il peut y avoir le sorgho, il peut y avoir l'olive, l'abricot, le maraîchage également, ce qui demande une restructuration agricole. Mais si on ne la fait pas et qu'on attend 2050 pour la faire, les pertes de rendement du maïs seront tellement importantes que elles ne permettront pas de financer la transition. Voilà pour ça. Pareil, hein, les solutions sont toutes complémentaires. Alors, pour le maïs, bien sûr, il y a un poids plus important sur la génétique et sur la biogéographie, l'aire de répartition des cultures. On peut travailler aussi sur l'agriculture de conservation des sols pour avoir un petit peu des sols plus vivants et plus d'eau dans nos sols, mais ça ne suffira pas à compenser le changement climatique. Donc encore une fois, ces 9 solutions que vous avez ici dépendent des cultures et on jongle avec ces 9 solutions suivant les cultures. Je termine par nos animaux et après on passera à une session de débat, de questions-réponses. Alors je termine par nos animaux parce que dans la région, vous avez un peu de tout. Du maraîchage, de la vigne, un peu moins d'arbres, mais ceci dit, vous avez des grandes cultures et des animaux d'élevage. Parce qu'il n'y a pas seulement nos végétaux qui sont impactés par le changement climatique, il y a également nos animaux. Et nos animaux, ils sont impactés doublement, parce qu'ils doivent manger le fourrage, qui aura des problèmes aussi avec le changement climatique, et ils doivent aussi s'adapter leur corps à la chaleur.
Ici, vous avez, pour commencer, le fourrage, du 1er janvier au 31 décembre. Ce qu'on observe en rouge, c'est la courbe 2070 et là, 1950 en bleu. Donc, c'est schématiquement parlant. Ce sont des figures que notamment j'ai obtenues avec ma thèse, puisque j'ai travaillé dans un contexte de changement climatique ici à Nantes sur la production de fourrage. Donc, c'est typiquement dans la thématique. Petit 1, notre prairie va se réveiller plus tôt. Et si votre sol n'est pas gorgé d'eau, vous pourrez sortir les animaux plus tôt. Petit 2, la prairie va produire beaucoup plus au printemps parce qu'il y aura de l'eau et du CO2. Et des températures plus douces aussi. Par contre, très rapidement en été, on a un très gros déficit parce qu'il n'y aura pas d'eau et il fera trop chaud. Donc le CO2 en excès, on ne l'utilise pas. Et il y aura peut-être une reprise automnale. Ça veut dire qu'il faut compenser l'excès du printemps par le déficit de l'été. Et je tiens à préciser, dans la région de Nantes, l'excès du printemps va heureusement compenser le déficit de l'été. Ce n'est pas le cas dans le Languedoc-Roussillon où l'été sera tellement vaste que le fourrage sera tellement problématique que dans certaines régions, il faudra carrément arrêter la production animale. On n'en est pas à ce niveau-là du côté de Nantes. Ceci dit, il va falloir s'adapter et l'adaptation la plus importante, c'est la gestion des stocks pour éviter d'arriver à court en plein été, comme en 2022 dans certaines régions. La gestion des stocks, c'est-à-dire que l'excès du printemps doit être stocké pour être redistribué l'été. C'est ce qu'on fait à peu près, mais il va falloir un petit peu mieux gérer. Après, il y a les métailles précoces, notamment dans la région qu'on utilise. En gros, c'est entre deux cultures, on peut semer des végétaux pour les donner après à manger aux animaux. Voilà. Après, il y a d'autres solutions, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'après, on rentre dans des détails agricoles peut-être un petit peu trop complexes. Alors, là, c'était pour le fourrage. Mais les animaux, ils sont eux-mêmes, en tant qu'êtres vivants, leur corps est lui-même affecté par le changement climatique. Vous avez ici l'humidité et la température. Plus il fait chaud et plus il fait humide, plus votre vache laitière va être dans un inconfort thermique jusqu'à la mort. C'est pareil pour l'être humain. Hein. Sauf que la vache laitière, elle, n'a pas les mêmes températures que l'homme optimal. Elle résiste beaucoup moins aux chaleurs que l'homme. Voilà, donc c'est l'une des espèces les plus sensibles des espèces que nous travaillons. Donc, dans l'avenir, on a une accentuation du stress qui va être présente par la hausse des températures. Et à court terme, ça fait quoi? Pour une vache laitière, à court terme, ça fait une baisse de la production laitière, mais aussi un mal-être animal qui s'installe. Donc là, tout le monde, personne n'est content. Le producteur, il perd de l'argent. Et puis, les personnes qui pensent au bien-être animal, parce qu'il y en a aussi en France, eh bien, ils ne sont pas contents parce qu'il y a plus de mal-être animal. Donc, personne n'est content. Il faut trouver des solutions pour les deux aspects à la fois. Et à long terme, lorsque la canicule dure, on peut avoir des problèmes d'infection mammaire, de défense immunitaire en baisse et des problèmes de reproduction, donc des économiques à court et moyen terme, quoi. Et là, personne n'est content dans cette situation-là d'avoir des animaux en souffrance et aussi des pertes économiques. Alors, vous avez ici, à Lelandreau, l'évolution du nombre de jours stressants, les faibles en bleu. Les oranges, c'est à partir du orange qu'on a des problématiques de rendement. Donc, en orange, c'est les modérés et les forts en rouge. Là, on les voit en bas apparaître progressivement. Alors, il y aura des stress thermiques qui vont s'installer, des années un petit peu problématiques comme en 2022. Ceci dit, on a quand même à peu près 2 fois moins de jours, voire 3 fois moins parfois, que dans le sud de la France. Voilà, donc il y aura des problématiques pour les animaux d'élevage, mais on est encore dans une gamme d'adaptation potentielle. Dans le sud, c'est différent. On ne peut plus s'adapter, donc on abandonne certaines productions agricoles. Ici, on est encore dans une gamme d'adaptation. Vous voyez ici, c'est la perte de production estivale de lait. Donc dans la région, on passera à peu près de 5%, 7% à 15%. Mais les régions problématiques sont là, au sud de Périgueux, jusqu'à Nîmes, jusqu'à Nice, où là, les vaches laitières en plaine, ça deviendra très compliqué. Au nord, on aura des solutions d'adaptation. Ces solutions d'adaptation, principalement, sont le bâtiment d'élevage. Ça, c'est pour le bâti. Après, il y a ce qui se passe dans les parcelles. Pour le bâti, pour humidation, ventilation, circulation de l'air, c'est les principales solutions pour éviter le stress thermique chez les animaux d'élevage. Et surtout dans la région ici, où nos bâtiments d'élevage ne sont pas adaptés à des fortes chaleurs à 40 degrés. Ensuite, on a autre chose, c'est l'arbre. L'arbre est un des principaux moyens pour gérer les microclimats des parcelles. Et l'arbre en pâture est une
des solutions. Le sylvopastoralisme, les haies, les arbres isolés sont aussi une des solutions face au changement climatique. Ne pensez pas tout de suite aux panneaux solaires, quoi. Hein, il y a aussi les arbres avant. Voilà. Donc, gestion, alimentation, ça, c'est des trucs techniques que les agriculteurs font. En gros, on donne à manger aux animaux dans les heures froides de la journée. Puis après, il y a d'autres pistes d'adaptation et de solutions. Et ma dernière partie de 4 diapos, puisque j'ai beaucoup parlé de production, mais j'ai beaucoup parlé de génétique aussi, de réserve en eau parfois. Vous pourrez me poser la question à la fin, je sais que quelqu'un va me la poser. J'aimerais vous parler des paysages. Parce que c'est vrai que quand vous allez dans une chambre d'agriculture, quand vous allez sur BFM TV, quand vous allez sur les réseaux sociaux, dès qu'on vous pose la question d'adaptation au changement climatique, on vous dit souvent génétique, irrigation. Alors effectivement, ce sont des adaptations. Peut-être que la dame de l'agriculture va aller plus loin. En tout cas, moi, quand j'ai fait un débat, le débat qu'on va faire tout à l'heure avec mes collègues de Nîmes et de Montpellier, ils m'ont parlé de génétique et d'irrigation, tout le débat. Il n'y a pas que ces solutions-là. Ce sont des solutions très techniques. Il y a des solutions très terre-à-terre, ce sont les solutions paysagères. Si vous avez un paysage qui est nu, ici, remembré, avec des centres commerciaux, un Darty, un Leclerc, donc imperméabilisé, avec des cultures qui sont dans le sens de la pente, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a plus de murets. Là, vous avez accéléré la course de l'eau sur le continent. En gros, c'est un toboggan. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Valence, au passage. Bon, il y a eu 772 mm, mais quand même. Et ça a été accéléré par cette urbanisation. Là, on ne la voit pas forcément ici. Par contre, quand vous avez ici un paysage plus complexe, avec des retenues d'eau d'écoulement, je tiens à préciser que les retenues d'eau ne sont pas tous défavorables, que vous avez des cultures qui ne sont pas dans le sens de la pente, que vous avez parfois des routes qui bloquent l'eau, que vous avez aussi des mares temporaires, parce que les mares, on les a beaucoup enlevées dans nos régions, et surtout dans nos fermes. Vous avez des citernes, bon ça c'est plus pour les feux de forêt dans le sud de la France, des plantations anti-érosion, des bassières, ce sont des petits tunnels ici que vous voyez pour retenir l'eau, des cultures à étage, des cultures en escalier, etc. En gros, que vous avez un paysage qui ralentit la course de l'eau, là c'est positif. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. L'objectif est de ralentir, répartir, infiltrer et stocker cette eau en complexifiant le paysage. Et dans ce cas-là, il faut savoir que c'est souvent les agriculteurs qui doivent faire ce type de paysage-là. Je pense que le métier d'agriculteur doit aussi évoluer, c'est-à-dire que son revenu aussi doit évoluer, parce que là, on parle de services écosystémiques, de services rendus à la nature, qui pour moi aussi doivent être rémunérés à un moment dans le métier d'agriculteur, qui sera plus juste producteur, mais qui sera aussi gestionnaire des paysages. Alors, vous avez des photos aériennes, bon, on n'ira pas jusqu'à ce point-là quand même, mais vous avez des photos aériennes intéressantes où on voit qu'on ne suit pas le cadastre français pour faire les trajets des parcelles, mais plus la pente. Là, chaque trait ici, c'est un trait de même altitude. Et après, on récupère l'eau pour la stocker pour l'irrigation. C'est de l'eau d'écoulement. Hein, on ne récupère pas toute l'eau du paysage cependant. Là, vous avez des cultures en étage, un vignoble, un verger, tout ce que vous voulez, un maraîcher, avec donc des petites rigoles qui permettent de ralentir l'eau. Et donc, ce n'est pas un toboggan. Là, c'est un escalier, ça permet de ralentir l'eau. La maîtrise du paysage, l'arbre aussi, est une des solutions pour faire face au changement climatique. Ça, c'était pour la gestion de l'eau au niveau des paysages. Après, vous avez le microclimat des parcelles. Lorsque vous avez, comme dans le Languedoc-Roussillon, des vignobles à perte de vue, où on a enlevé tous les arbres, bah forcément, quand le Mistral souffle ou quand la canicule intervient, ou quand le Mistral souffle pendant une canicule, c'est encore pire, eh bien, on a des pertes de rendement assez considérables. Nos microclimats des parcelles ne sont plus maîtrisés comme on le faisait avant. Il faut qu'on apprenne à les maîtriser et l'arbre devient une des solutions. Là, vous avez encore de la production agricole, mais on maîtrise un petit peu mieux les microclimats. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut mieux rémunérer les agriculteurs par rapport à leur production et par rapport à leur gestion des paysages, ou est-ce qu'on veut continuer à ne pas forcément les rémunérer, à devoir augmenter les rendements et à détruire nos paysages pour pouvoir nous nourrir? Il y a deux aspects de cette solution-là. Moi, je préfère l'aspect mieux les rémunérer et les rémunérer pour nos paysages et d'avoir des paysages de ce style-là. Mieux protégés par rapport au changement climatique. Là, vous avez des vignobles en étage. Alors,
C'est des exemples, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à Nantes, absolument. Ça dépendra du type de sol, ça dépendra de l'orientation, ça dépendra des rangs, ça dépendra des cépages et tout. Mais c'est que la maîtrise du paysage fait aussi partie des solutions. Il n'y a pas que la génétique ou les dates de semis ou l'agriculture de conservation des sols. Et dernière diapositive, le sol. Le sol, on va dire, c'est 40 à 50% de votre solution d'avenir. Si vous avez un sol vivant, un sol couvert, un sol protégé par des végétaux, un sol qui a stocké du carbone, un sol qui a de la matière organique, c'est un sol qui va vous permettre, lors des excès d'eau, de récupérer cette eau plus vite et lors des déficits d'eau, de mieux stocker l'eau et de la restituer. C'est un sol qui répond à votre problématique d'excès et de déficit d'eau qu'on a vu tout au début, les premières diapos. Et là, pour terminer, je reprends ces infos du début pour vous dire que le sol fait partie des solutions. Les couverts dans les vignes aussi peuvent être aussi intéressants. Avoir la compétition avec la vigne, cependant, suivant les sols et les cépages. Donc les arbres, la couverture, l'ombrage de nos sols et le couvert. Encore une fois, l'ombre des panneaux solaires n'est pas la seule solution. Voilà pour ça. Alors, je terminerai ma présentation par cet orage que j'ai pris en photo le 4 août 2020, que vous ne voyez pas parce qu'il ne fait pas assez sombre dans la pièce. Mais ceci dit, de cet orage, j'ai pu tirer cette photo. Cette photo du 4 août 2020, donc dans la baie de Cannes, là, vous voyez un orage isolé avec son éclair, une petite planète là, avec quelques étoiles qu'on ne voit pas. Cet orage du 4 août 2020 a été élu lors du concours mondial de la photographie plus belle photo du monde par le public et troisième plus belle par le jury. Voilà. Je vais appeler pour nous rejoindre Virginie Guichard. Bonsoir Virginie. Vous êtes chef du service eau et environnement à la Chambre d'agriculture. Je vous propose de choisir la chaise que vous souhaitez. On a un temps là de questions-réponses, on va se donner à peu près une demi-heure. Vous avez certainement à la chaud déjà des réactions par rapport à tout ce qu'a évoqué Serge. Si ce n'est pour lancer le débat, mais ce que tu as évoqué vraiment à la fin de ta présentation, je trouve que c'est vraiment d'actualité. On parle du budget de la sécurité sociale, il faudrait presque rentrer les agriculteurs, viticulteurs dans ce budget-là, puisqu'ils soignent les sols et notre santé. Je ne vois pas le métier d'agriculteur dans l'avenir en tant que producteur, juste producteur. N'hésitez pas à me contredire, hein, mais je ne vois pas comme producteur, je vois comme une personne qui rend des services sur la production et sur nos paysages. Mais quand on considère que l'agriculteur doit aussi produire du paysage, on va dire gérer de la campagne, il faut aussi savoir le rémunérer à sa juste valeur. Sinon, il ne le fera pas. Voilà. Je veux une évolution du métier de l'agriculteur vers ce sens, vers la production et protection, en gardant bien sûr une production. Un agriculteur n'est pas là pour faire de la gestion du paysage à 100%, il est aussi là pour nous nourrir. Parce que si j'ai fait la partie du blé derrière, c'est pour vous montrer aussi qu'on a des problématiques externes à la France qui peuvent nous arriver, et que si on devient non producteur et qu'on dépend de pays étrangers, qu'on ne maîtrise pas notre production, qu'on veut plus la verdir, c'est-à-dire la réduire, alors qu'on pourrait faire les deux ensemble, eh bien, on va dépendre de pays extérieurs et là, ça risque d'être problématique sur la place mondiale parce qu'on perdra aussi des places sur la place mondiale. Voilà. Voilà pour la réponse. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à me dire. Moi, ma question, j'ai une fille qui a 23 ans, qui est jeune maraîchère, qui est salariée aujourd'hui, mais qui souhaite s'installer dans les 3-4 ans qui viennent en tant qu'exploitante. Quels sont les 2-3 conseils que vous pouvez donner à des jeunes maraîchers? Je pense que derrière nous, on a également des jeunes qui seraient intéressés pour vos 2-3 conseils rapides. Merci. Déjà, le premier conseil, c'est de ne pas vous dire que ce sera facile. C'est pour éviter les désenchantements, on va dire, je ne sais pas si on dit désenchantement en français. Il faut être réaliste. Ça va être compliqué. Voilà, je préfère le dire, comme ça, on se prépare à ce que ça soit compliqué. Ceci dit, il faut aussi dire que ça ne va pas être insurmontable. Parce que si je ne le dis pas, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, ça ne va pas être insurmontable, mais ça va être compliqué. Premier point. Deuxième point, ce que je dis souvent chez les jeunes agriculteurs, et c'est ma réponse, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, chacun a son avis, n'hésitez pas à me le dire, il faut innover. Si vous voulez être les agriculteurs de demain,
il ne faudra pas faire comme vos parents. Il faudra innover par rapport à l'évolution climatique, mais aussi par rapport et surtout à l'évolution des filières. Parce qu'en parallèle, quand ces filières vont évoluer, on aura des effets de mode, des effets qui vont se casser la gueule, des effets qui vont bien marcher. Et si on tombe sur un effet qui marche bien, par exemple, je sais pas, je dis la patate douce ou l'abricot sec d'Agen ou les oliviers de Bordeaux, de plus en plus. D'ailleurs, les viticulteurs plantent des oliviers à Bordeaux. Eh ben, on aura une production de qualité qui va se mettre en place, donc de futurs AOC, de futurs IGP, de futurs plats régionaux à partir de ces productions. Et je considère qu'il faut se placer dans ce filon-là de l'Espagne qui se désertifie, de nous qui pouvons reprendre nos productions, et de promouvoir à la fois une culture d'avenir sur le territoire, mais en parallèle d'en promouvoir sa gastronomie au sein de nos villes. Il faut travailler sur les deux à la fois. Donc c'est vraiment de ne pas hésiter à avoir des paillettes dans les yeux, quand on va dire, de se projeter vers peut-être quelque chose qui n'existe pas encore en termes de filière, en termes de gastronomie, mais d'essayer de le créer de zéro pour faire face au changement climatique, mais aussi pour produire quelque chose d'intéressant dans l'avenir. Voilà, alors bien sûr, je ne dis pas 100% de la production à faire de la ratatouille, hein. N'oublions pas qu'il y a le poireau, le chou-fleur, la salade en parallèle qui sont intéressants toujours, mais qu'il y a une petite partie de la culture qui peut être du terrain qui peut être allouée à des cultures d'avenir. On fait des tests, on voit si ça marche, on voit s'il y a une émulsion sur le territoire, et si ça marche, on peut augmenter cette part. C'est progressif quand on gère une entreprise. On ne se lance pas aveuglément sur la tomate AOC de Nantes, parce que si ça ne marche pas, on a mis tous les œufs dans le même panier. Cette diversité de production va permettre de savoir quel filon prendre. N'hésitez pas avec la nèfle, n'hésitez pas avec la figue, n'hésitez pas avec peut-être le kaki aussi, à voir plus tard, ceci dit, dans 10 ou 20 ans. N'hésitez pas avec peut-être l'abricot, attention cependant, pas trop tôt, pour éviter le gel au printemps. Mais moi, je dirais, premier conseil quand même, si j'ai envie de devenir maraîcher ici, c'est est-ce que j'aurais... Ah, bien sûr, d'ailleurs, voilà, je vais devenir maraîcher, évidemment. Mais deuxième chose, c'est d'abord quel type de maraîchage je veux faire, diversifié ou pas, pour quel type de production, quelle filière, où est-ce que je vais vendre. Et puis un point qui est indispensable, le sujet de ce soir, c'est l'eau. C'est qu'on ne fera pas de légumes sans eau. Et donc la première chose pour un jeune qui veut s'installer aujourd'hui en maraîchage, c'est l'accès à l'eau. Donc, où est-ce que je peux prendre de l'eau, de combien je vais avoir besoin, est-ce que je vais aller sur des systèmes qui sont plus collectifs, hein, il y a quelques réseaux qui existent ici, est-ce qu'il y a une réserve, est-ce qu'il y a un forage, etc. Et donc, effectivement, Serge, vous me disiez, l'eau n'est pas la seule solution à l'adaptation au changement climatique, évidemment, ce n'est pas le seul levier. En revanche, pour un certain nombre de productions, y compris vous parliez de l'abricot du Roussillon, etc., on sait que l'accès à l'eau sera indispensable pour accompagner le virage de l'agriculture et certaines productions. Donc là, il y a un sujet qui est évidemment celui du partage, combien, pour qui, quand, dans un contexte de variabilité qui est très forte, on l'a vu, mais surtout de sécheresse estivale. Donc voilà, là, c'est le premier conseil, il ne faut pas se lancer sans avoir réfléchi à cette trajectoire. C'est important. Et donc aussi à l'efficience, je vais avoir de l'eau, comment je vais être le plus économe possible, avec mon sol, avec mes techniques, etc., parce qu'elle sera plus précieuse demain, notamment sur les périodes estivales. Donc voilà, moi, ça serait mon premier conseil. Virginie, est-ce que vous confirmez ces chiffres que j'ai vu passer une perspective de 2050, parce que la vallée maraîchère est quand même très dépendante de la Loire, le débit de la Loire pourrait diminuer de 50% et divisé donc par deux. C'est des chiffres alarmants pour le maraîchage. Alors attention, parce que quand on dit le débit de la Loire va être divisé par deux, il y a deux choses. Hein. Le modèle, tout à l'heure Serge Jacquat a présenté quelques diapos, enfin une ou deux diapos qui sortaient d'un programme de recherche qui vient de publier ses résultats en juin, qui s'appelle Explore 2. Parce qu'on avait avant Explore 2070, qui donnait des résultats qui étaient un peu différents. Et le modèle, effectivement, enfin ce qui est convergent, ce modèle-là, il vise à projeter les débits dans les principaux cours d'eau et surtout les cours d'eau maillés qu'on a en France. Et vous l'avez très bien résumé, un des enjeux majeurs, effectivement, pour nous, c'est une baisse forte des débits en été.
Et effectivement, la Loire est une ressource très importante. Pour les vignobles, c'est aussi la ressource de l'eau potable. Enfin, je pense que Atlantico n'est pas là, mais c'est un des gros sujets, effectivement, avec une priorité de prélèvement sur l'eau potable. Et ensuite, effectivement, on a des prélèvements tout le long de la Loire, avec 2 ou 3 gros prélèvements à usage agricole. C'est la vallée de l'Authion, qui est une vallée maraîchère dans le Maine-et-Loire, et c'est ensuite toute la vallée de production des maraîchers nantais. Donc oui, effectivement, il y aura un sujet de consolidation à horizon 2050, 2070, 2100, des prélèvements en Loire, on le sait. Maintenant, par exemple, on entendait l'autre jour, je discutais avec le directeur de l'eau potable de Nantes Métropole, il explique très bien aussi qu'on a des volumes qui demeurent très importants en Loire, y compris l'été, et on parle de prendre 1% de ces dépits. Voilà. Donc il faut aussi relativiser. Il ne faut pas se dire demain la Loire sera à sec. Merci. Merci pour cette présentation extrêmement fouillée et extrêmement détaillée. Il y a un point sur lequel j'aimerais vous interroger. On a parlé de l'eau, on a parlé du sol, et on a parlé des températures, et on n'a pas parlé du vent. Or, il me semble que c'est un point qu'on voit évoluer. Alors, je ne parle pas non plus des tempêtes qui sont plus fréquentes et qui ont des dégâts, enfin, qui occasionnent des dégâts importants. On l'a vu il y a 2 semaines chez nous. Mais vraiment du vent dans sa présence ou sa non-présence. On a le sentiment que ces dernières années, il s'est accentué de manière récurrente. Est-ce que vous avez des données là-dessus et est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre dans un sens ou dans un autre? Merci. Alors, j'ai d'habitude une partie à la suite du climat, sur le vent, sur la grêle, sur les orages, les tempêtes, mais aussi la remontée du niveau de la mer. Je ne l'ai pas mise là d'ailleurs sur, sur les marais. Il y avait plein de choses que j'ai pas sélectionnées. Alors pour le vent, pour les tempêtes, donc ça c'est le vent en excès, il y aura, pour l'instant, on n'observe pas plus de tempêtes en réalité sur les graphiques, les statistiques d'ailleurs d'observation. Il n'y a pas plus de tempêtes en France, que ce soit en nombre ou d'ailleurs en intensité. Il n'y a pas encore trop de tendance. Peut-être dans l'avenir qu'il y en aura, mais en tout cas, ce n'est pas le cas maintenant. Et d'ailleurs, la plupart des modélisations ne montrent pas forcément d'évolution de la fréquence de ces tempêtes-là. Sur l'intensité, j'ai un peu plus de doute. Alors, sur le vent courant, la bise, le vent d'est, le vent du nord, enfin voilà. Pour l'instant, pareil. Alors, soit on n'a pas suffisamment de recul dans les observations, mais on n'a pas une observation à la hausse du vent. Par contre, on a une observation à la hausse de l'impact de ce vent. C'est-à-dire qu'il y a le même vent, mais vu qu'il fait plus chaud, ce vent, il dessèche plus, donc on le sent plus. Il n'y a pas plus de vent, c'est juste que son impact est plus fort. L'exemple le plus parlant que vous avez, le plus récent, c'est en avril et mai 2023. Vous avez eu 6 semaines de beau temps au printemps, avec un vent d'est, la bise, qui a soufflé à 30-40 km. C'est pas beaucoup, 30-40 km par heure. Mais je peux vous dire qu'un blé qui est en pleine montaison, ou qui commence son remplissage du grain, qui se retrouve avec 6 semaines avec du vent et 25 à 30 degrés, ça le dessèche complètement en fait au fil des jours. Le linge sèche plus vite quand vous le mettez au vent. En fait, c'est que le vent, vous le sentez plus parce qu'il y a plus d'impact. Mais par contre, statistiquement, il n'y a pas forcément plus de jours de vent. Il y a juste la direction qui a peut-être évolué, mais il faut encore consolider parce que statistiquement, ce n'est pas encore assez puissant. On a plus de vent de sud. D'ailleurs, vous l'avez observé, il y a plus de sable du Sahara. Et ça fait 3-4 ans qu'on l'observe, mais ce n'est pas assez long pour en tirer une conclusion sur le long terme. Voilà. Vous pouvez peut-être compléter. Juste pour dire, parce que ça me permet de... Vous n'avez pas parlé... La première fois que je vous ai entendu en conférence, ben oui, j'avais trouvé ça très parlant parce qu'on sortait d'une grosse période de canicule, je me souviens, et effectivement, vous aviez très bien expliqué, je pense que c'est un enjeu... que notamment les viticulteurs doivent prendre en compte, l'effet sèche-cheveux. Alors je vais essayer de le dire avec mes mots, puis on va voir si ça marche. Très chaud, et en soufflant très vite, on sèche les cheveux et ça dessèche le végétal. Et notamment, effectivement, on l'a vu en 2022 sur certains arbres, là, pendant les pointes de canicule, il y a des végétaux un peu faibles, ou affaiblis, notamment dans les haies.
qui se sont complètement desséchés. Et donc ça me permet de rebondir sur la deuxième chose, sur le vent. Vous disiez, la chambre d'agriculture, c'est le stockage et la génétique, mais c'est aussi l'arbre et la haie, effectivement, et l'agroforesterie. Et c'est important aussi de le dire, notamment en élevage, il y a peut-être un certain nombre des jeunes qui se destinent à ce beau métier d'éleveur. Et effectivement, quand on reparle de recréer là où la densité de bocage est un petit peu... s'est atténuée, où on a trop reconfiguré et bien recréé les brise-vent, c'est aussi des éléments importants, notamment en matière de confort du bétail, il faut le prendre en compte. Et juste pour, parce qu'il y a quelque chose, je me permets, j'ai le micro, je parle, un point aussi qui me paraît important sur les différents paramètres, pour les jeunes, je voulais le dire, et puis pour les agriculteurs et tout à chacun, aujourd'hui, les données que vous nous avez présentées, effectivement, on les a les uns les autres désormais disponibles en accès libre sur des mailles très fines de territoire, hein, sur à la fois des données météo, etc., mais aussi agrométéo, et donc elles sont disponibles sur Internet. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi, en fonction de où on va s'installer, d'aller regarder, quand on est un futur agriculteur, quelles sont les données de modélisation climatique et quelles sont les données agroclimatiques. Donc il y a aujourd'hui une base de données qui s'appelle Canary, mais au niveau de la Chambre des Pays de la Loire, on a été, on va dire, pionnier hein, sur notamment les données agroclimatiques avec nos collègues, voilà, avec Oracle. Et aujourd'hui, il y a une base de données en ligne, et y compris qui fait des commentaires, qui s'appelle AgriClim, sur laquelle vraiment je vous invite à aller. Il y a ici des vignerons, et ben pour les vignerons, on a effectivement les modélisations, comme vous les avez montrées, sur les dates de débourrement, sur voilà, les taux de sucre, etc. Donc, et on met à jour avec tous les projets de recherche-développement qu'on développe. On va retrouver sur l'élevage d'autres paramètres, ouais, comme les fourrages, je vous ai bien montré. Puis, voilà, on a tous ces éléments. Et donc ça permet aussi de se projeter sur comment on fonctionnera demain dans son système. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder parce que c'est une mine d'informations. Ça fait partie de notre travail à la Chambre, hein, de donner, on va dire, aussi matière pour que chacun prenne des décisions éclairées. Oui, ma question tout à l'heure, pour les jeunes installés, oui, bien sûr, force pour... je pense remonter le nombre d'agriculteurs, puisqu'on est de 2%, on parle de 1% dans les 10-15 ans qui viennent. Je trouve que c'est l'opposé même de la situation dont vous venez d'exposer, qui est une réalité que j'apprécie beaucoup et je vous remercie. Il va falloir qu'il y ait vraiment une volonté politique, parce que 30 ans pour se reconvertir, quand on voit que des politiques aujourd'hui, pour les producteurs en bio, en maraîchage, attendent des subventions depuis 1 an et demi, en sachant qu'ils ne sont pas subventionnés à 70%, mais je dirais entre la PAC, ça représente 4% de subvention, le maïs, ça représente 30% de subvention. Donc, si on veut aider les jeunes, il va falloir une volonté politique. Parce que dans 30 ans, à la vitesse où ils avancent, les politiques, on risque de ne pas être prêts. Donc, c'est ma première question, où en est la volonté politique? Les haies, par exemple, il y avait un joli débat sur les haies, sur le vignoble. Aujourd'hui, les haies ne sont subventionnées peut-être 2-3% de la production. En sachant que, par exemple, du maïs, les maïs, tout ça, c'est pareil, c'est 30% de subvention. Et s'il n'y a pas une volonté politique, les jeunes auront beau y mettre de la bonne volonté, c'est pas les jeunes qu'il faut convaincre, c'est les politiques. Et la recherche, faut pas laisser la science comme étant un bon Dieu qui va résoudre tous les problèmes. Je pense qu'en réinstallant des jeunes sur les territoires pour avoir plus de résilience et plus d'adaptation et une production à l'hectare plus importante, parce qu'aujourd'hui, la production à l'hectare a baissé par la diminution du nombre d'agriculteurs. Par contre, ils sont les moins chers. Est-ce que c'est le marché du prix qui va faire la définition de l'agriculture, ou est-ce que ça va être le climat qui va réorienter notre environnement? Alors, je réponds rapidement, passer la parole aux plus jeunes. Enfin, vous n'êtes pas vieux, hein, je dis aux plus jeunes parce que je me tais. Là, je parlais pas de vous, pas du tout. Alors, du coup, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, on voit bien, d'après les derniers événements politiques de ces 2 derniers jours, qu'on n'avance pas
en politique. Il ne faut pas que je parle de politique parce que j'ai tendance à m'énerver. Du coup, en fait, ce que je remarque, parce que je bosse aussi avec des politiques, hein, je bosse parfois avec des milieux qui ne sont pas forcément des milieux sur lesquels je suis destiné. Je bosse avec des banques, des assurances, des politiques. Je considère qu'il faut aller voir tout le monde hein, pour faire parler le changement climatique. Et parfois, je sors dépité. C'est-à-dire que pour un politique, moi j'appelle ça la politique du pansement. Vous avez un événement climatique, il y a une enveloppe et on essaye de cacher le truc sous le tapis, mais l'événement climatique, il va se renforcer, devenir de plus en plus fréquent dans l'avenir. Quand on a eu des gels en avril 2021, on a eu 2 milliards de pertes, on a donné des enveloppes aux agriculteurs, c'est très bien pour les soutenir. Par contre, on n'a pas résolu le problème de ce gel. Le problème de ce gel, c'est que nos vergers, nos dates de floraison ne sont pas adaptées à ce climat de demain, et du coup, il faut changer tous nos vergers, donc réadapter toutes nos filières. On n'a pas 1 euro qui est placé dans des filières d'avenir. Il n'y a rien. En fait, on parle de politique du pansement, c'est beaucoup génétique, irrigation, souvent on retrouve ces termes-là. Par contre, sur les politiques long terme, paysage, agriculture de conservation des sols, l'arbre éventuellement, les nouvelles filières, ce sont des politiques qui, quand je mets de l'argent dedans, n'ont pas d'effet dans le mandat dans lequel j'ai été élu, eh bien, on les abandonne pour les effets immédiats. À force de parler des effets immédiats sur l'agriculture, on en oublie l'adaptation au changement climatique, qui est une adaptation long terme d'anticipation, c'est le terme de conclusion. Et si on n'anticipe pas, les effets long terme vont devenir des effets court terme, et ce sera nos problématiques de demain court terme. Sur les subventions, par contre, pour la deuxième question, je ne suis pas très doué dans les subventions, je ne connais pas très bien ces histoires de subventions. Mais peut-être que tu as quelque chose à dire en plus. Non, mais juste peut-être quand même, effectivement, on est à un tournant. Enfin, la politique publique est importante pour accompagner effectivement le virage et notamment la projection à 30-40 ans. Comme l'a dit, comme vous le dites, aujourd'hui on est plus effectivement, ce qu'on entend plus en tout cas, c'est tout ce qui tourne autour le dispositif assurantiel, le dispositif calamité, il y a une catastrophe, les agriculteurs ont besoin d'être aidés, etc. Mais il ne faut quand même pas non plus être trop pessimiste. Il y a aujourd'hui des politiques, ou il y en avait en tout cas, d'accompagnement, on va dire, de fond sur le changement climatique. Juste notamment, alors, si on parle des besoins des agriculteurs, j'ai juste ramené, je fais ma petite pub. Aujourd'hui, non mais c'est important parce que aujourd'hui, on va dire depuis 4-5 ans, les établissements, qu'ils soient publics, que ce soit les coopératives, etc., tout le monde est embarqué dans un gros projet autour des projets de recherche, des projets de développement, mais aussi d'accompagnement concret des agriculteurs. Donc par exemple, on porte tous des projets, un projet qui s'appelle Climatera, qui vise à faire de la sensibilisation, de proposer des diagnostics aux agriculteurs, de voir quels sont les leviers, quelles filières ils peuvent aller, etc. Donc aujourd'hui, même s'il y a de l'incertitude, les chemins d'accompagnement, on commence à les connaître. Les fonds publics pour accompagner la prise de risque chez les agriculteurs, ils sont aujourd'hui effectivement, on va dire, moins présents, où les enveloppes sont plus contraintes, en tout cas depuis quelques mois qu'elles n'ont pu être. Donc, par exemple, on avait fondé beaucoup d'espoir sur les paiements services environnementaux, c'est ce que vous dites, rémunérer les agriculteurs pour, en fait, le service qu'ils rendent en aménageant le paysage, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds. Effectivement, sur les mesures agro-environnementales et climatiques, il y en a un certain nombre ici, notamment sur le marais de Boulaine, qui accompagne les agriculteurs, parce qu'on a dit aussi la gestion des niveaux d'eau, c'est un vrai sujet du dérèglement climatique demain. Et là, effectivement, on sait aussi que on aura moins de frais. Maintenant, ils sont encore existants, il ne faut pas qu'on se dise, et on espère qu'ils vont évoluer. Sur la haie, effectivement, là, il y a un gros sujet, puisqu'il y avait une forte dynamique de fonds publics, que ça soit l'agence de l'eau, que ça soit l'État, que ça soit le conseil régional. Ici, je ne crois pas le conseil départemental, il me semble, mais dans les autres départements, oui. Et effectivement, on vient d'apprendre qu'il y a un gros stop. Donc, voilà, comment cet accompagnement va se faire, point d'interrogation pour 2025, mais on espère bien trouver des solutions, parce que c'est effectivement pas le moment de désinvestir dans l'avenir, on va dire comme ça. Dans votre intervention, monsieur, il y avait beaucoup de questions posées, notamment sur le renouvellement. On sait qu'il y a beaucoup de départs à la retraite à venir dans le monde de l'agriculture. Je vais donner la parole là-haut à des lycéens qui ont travaillé sur la thématique de cette soirée. Vous êtes ici, en train d'étudier au lycée agricole de Briaçay. À vous le micro.
Bonsoir Monsieur Zaka. Nous on avait une question pour savoir si c'est possible de totalement contrer les effets du réchauffement climatique. De totalement contrer le changement climatique. Table de frein, où elle est. Ah, dis donc. La marche arrière. La marche arrière. Excusez-moi de l'étonnement. J'ai pas l'habitude qu'on me pose cette question. On peut repartir physiquement. Allez, on va dire physiquement, pas économiquement, politiquement encore moins. Physiquement, on peut repartir en arrière. Chaque gaz à effet de serre qu'on récupère par la photosynthèse, par les cultures, par les forêts. D'ailleurs, j'ai pas parlé des forêts, du dépérissement des forêts au passage. Peut permettre de contrer le changement climatique, mais il sera plus long à redescendre que ce qu'il a monté, parce que la récupération des gaz à effet de serre, pour l'instant, est longue. Et d'ailleurs, la seule technologie que nous avons pour récupérer les gaz à effet de serre, c'est même pas l'homme qui l'a faite, c'est la nature, c'est la photosynthèse. Et les agriculteurs sont des gestionnaires de cette photosynthèse. Donc, ce sont les seuls, avec les forestiers, qui peuvent récupérer ce carbone. D'où le fait qu'il faut absolument verdir nos paysages. Et je voudrais juste, sans ajouter une note de pessimisme, bien aussi insister que vous avez, ton intervention, tu tutoyais, projette des éléments sur l'agriculture à plus 3 degrés. Aujourd'hui, on est effectivement, ce qui est demandé, voilà, sur notamment la prise en compte dans les politiques publiques, ce qu'on appelle la trajectoire d'accompagnement au changement climatique, c'est déjà plus 4. Et plus 4, ça va poser encore d'autres soucis pour l'agriculture. Donc effectivement, le volet adaptation, et là l'agriculture a des cartes à jouer, atténuation a des cartes à jouer, parce que c'est aussi là qu'on stocke du carbone, dans les sols, dans les haies, etc. C'est un volet très important pour l'avenir, et on a notre carte à jouer, c'est une agriculture de solutions. Donc là c'est pareil, les jeunes, il y a des choses à construire pour la suite. Vous avez une deuxième question du côté de Briassé. Voilà, ma question, c'est quelles sont les répercussions sur la faune sauvage? La faune sauvage, alors quand vous dites sauvage, alors il y a les insectes, il y a les champignons, il y a les mammifères, etc. Oui, je les intègre dans la faune. T'as la faune, la flore, et quand c'est pas une plante. Oui, voilà. Bon. Oui, et les sangliers, tout ça, ok. Alors, sur la faune en tant que telle, les renards, les mammifères, etc., le changement climatique, c'est très difficile d'en voir l'effet, parce que c'est surtout l'effet des paysages et de l'homme, et de la gestion de la régulation par la chasse, et de l'étêtement aussi des prédateurs, le loup notamment, sur certains de ces animaux. Donc on a complètement bouleversé la chaîne alimentaire, en fait, et on la régule par la chasse. Donc on ne peut pas faire des études sur nos animaux de forêt, sur l'impact du changement climatique, parce qu'il y a tellement d'autres effets beaucoup plus dominants pour l'instant, que d'en tirer juste l'impact du changement climatique, c'est complexe. Par contre, il y a des insectes qui remontent, il y a des maladies qui remontent, il y a des mouches aussi, la FCO, notamment à cause d'un moindre gel en hiver, elle est plus présente. Donc l'exemple le plus flagrant, le plus célèbre, c'est la chenille processionnaire. Elle remonte progressivement à cause de la remontée des températures. Après, on retrouve certains ravageurs, notamment au niveau des vignobles, notamment au niveau du maraîchage. On a les pucerons qui seront beaucoup plus fréquents au printemps, manque de gel en hiver, mais aussi douceur printanière et de l'eau au printemps. Il y a des cycles de reproduction plus importants. On a gagné 4 cycles de reproduction de pucerons parce qu'il fait plus chaud. Par contre, ils seront plus importants au printemps, plus importants à l'automne, mais moins importants en été parce qu'il fera trop chaud et trop sec. Et j'ai fait des études sur le mildiou que je n'ai pas mis, ce que j'aurais dû d'ailleurs parce que je parlais du maraîchage et de la vigne. Sur le mildiou, ces études montrent ici à Nantes une augmentation très importante du mildiou au printemps et une diminution des risques de maladies en été et une augmentation à l'automne. Donc on a un creux estival, mais qui se redéverse sur les autres saisons. Et ça, c'est très important pour les maraîchers. Les principales conclusions de cette étude que je suis en train de faire montrent vraiment une augmentation du mildiou au printemps. Douceur, température, de l'eau, et c'est tout ce qu'il lui faut, et pas de gel en hiver. Mais alors, comme là, d'ailleurs, on l'a vu avec 2023-2024, il y a des parties, notamment dans le Bordelais, c'était assez incroyable. Voilà, donc des problématiques. C'est compliqué de répondre à la question d'un coup, quoi, mais c'est des réponses qui sont différentes suivant les espèces étudiées.
Oui, et pour finir, du coup, on avait une question autour de la gestion de l'eau. Donc, en quoi les mégabassines pourraient être une solution d'avenir? En quoi les bassines, c'est ça? Généralement, je me disais, c'est que personne n'a posé la question. Alors, on dit bassine, méga-bassine, réserve de substitution, enfin, ça veut dire la même chose en réalité. Alors, attention. Il existe différents types de réserves d'eau. Déjà, on commence par ça. Le modèle de Sainte-Soline prend une place très prépondérante dans les médias n'est pas le modèle le plus important. Dans le sud-ouest de la France, on a par exemple les descentes de montagne qui permettent le maraîchage. Dans le Gers, il y a beaucoup le maïs également. Il y a des retenues collinaires, il y a des retenues collinaires très célèbres, le lac du Salagou par exemple, où il y a du tourisme aussi avec des métiers nautiques, etc. Des campings. Et donc on a plusieurs types de retenues d'eau, déjà premier point. Pour venir sur donc cette retenue d'eau de nappe phréatique qu'on récupère et qu'on met en surface, moi mon problème c'est pas de savoir si on retient l'eau, même si ça peut être discutable sur les nappes phréatiques ceci dit. Mon problème n'est pas de savoir si on retient l'eau, même si je préfère l'eau d'écoulement que l'eau des nappes phréatiques. Parce qu'il faut de l'eau dans l'avenir, et il faut de l'eau pour le maraîchage. Ma question n'est pas de savoir s'il faut retenir cette eau, parce que là je vous dis oui. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette eau. Si cette eau est stockée pour faire perdurer un système agricole à bout de souffle qui ne veut pas tenir sans cette eau, continuer à irriguer du maïs sur un sol labouré, sans haie, exposé au vent, exposé au soleil, sans se poser la question de la résilience de l'agriculture et de l'économie de cette eau, là je vous dis non, les bassines, les réserves en eau ne vont pas forcément être utiles à l'avenir, ça va être un masque temporaire de 10 ans, et après, il va falloir réfléchir à d'autres solutions. Par contre, si vous me dites, j'ai une réserve en eau de quelque forme que ce soit, je vais passer sur la forme cette fois-ci, je regarde sur le fond, vous me dites, en parallèle, j'ai du maïs à 80%, mais je passe à 70% dans 3 ans, je passe à 60% dans 5 ans, je fais augmenter en parallèle peut-être du pois chiche, peut-être un peu de sorgho, je réorganise mes filières avec la chambre d'agriculture, avec le territoire. En parallèle, j'essaye de travailler, suivant le type de sol, notamment la contenance en argile, du non-labour et du couvert végétal. Le non-labour, ça reste compliqué suivant les types de sol. Le couvert végétal, alors si vous semez un couvert en plein été, ça reste compliqué aussi. Il y a des adaptations à faire, je suis d'accord. Mais si on me dit, voilà, j'essaye d'aller dans cette direction-là, je vais planter des haies du côté nord-est de mes parcelles pour éviter la bise et le dessèchement pendant les canicules et sur la partie sud pendant les siroccos. Voilà, alors je donne des exemples, mais si on me montre qu'en parallèle, cette réserve en eau permet de donner un tampon pour s'adapter, là je peux dire, oui, c'est une adaptation. Il y a une différence entre maladaptation et adaptation. La maladaptation, c'est je considère qu'elle ne va pas changer mon système agricole, que c'est ma seule solution à 100%. Et l'adaptation, c'est que c'est une solution à 20%, puis après j'ai le sol, puis après j'ai les haies, puis après j'ai les paysages, puis après j'ai les filières, etc. etc. En fait, la réponse de la bassine dépend de ce qu'on fait de l'eau, pas forcément de la bassine en elle-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ne me tapez pas à la sortie d'ailleurs. Si je non, mais je pense que ce qui est très important, c'est dans ce que dit Serge, c'est de sortir d'une idée on est pour ou on est contre, c'est bien ou c'est pas bien. D'abord, enfin voilà, c'est dans un ensemble de leviers autour du changement climatique, et c'est par contre pour certaines productions, je pense qu'il faut aujourd'hui le dire, il n'y aura pas de solution effectivement en dehors de présence d'eau. Et par le fait, étant donné que l'été, effectivement, il faudra de moins en moins aller chercher de l'eau dans les cours d'eau, pour le milieu, parce qu'il en aura moins, la question du stockage de l'eau en hiver est une question importante. On ne pourra pas le faire partout, n'importe comment, pour tout. Voilà, donc il n'y a pas de question à avoir idéologique, je suis pour, je suis contre. La deuxième chose, c'est que vous parlez de leur usage irrigation. On voit très bien, vous avez parlé tout à l'heure du lac du Salagou, qu'il y a d'autres sujets autour du stockage de l'eau qui vont concerner d'autres secteurs alors l'eau potable, le tourisme, la question sociale posée aujourd'hui par les élus, alors peut-être moins dans le vignoble nantais parce qu'on n'est pas trop loin de la mer, mais comment faire pour que la population puisse avoir des zones où elle va se rafraîchir, la question de l'incendie. Moi je viens de Maine-et-Loire, je pense que tout le monde
se souvient de ce que c'est que les incendies de Baugé, enfin voilà, de la forêt de Baugé, où effectivement les pompiers sont allés chercher dans les réserves des agriculteurs pour finir à éteindre les incendies parce qu'il n'y avait plus d'eau. Donc il y a quand même toutes ces questions du multi-usage, qu'on appelle le multi-usage, qui demeure important, et aujourd'hui, effectivement, le débat il est trop crispé. Je suis pour, je suis contre, non. Voilà, il faut chercher d'autres solutions. Et après, il y a comment, parce que tu as dit, il y a plusieurs types de réserves. Aujourd'hui aussi, ce qu'on va chercher sur celles qui existent déjà, les futurs aménagements, etc., c'est d'abord qu'elles n'aient pas d'impact sur le milieu, ça c'est très important en termes de connexion au milieu, et après d'en faire des choses bénéfiques. Tu parles du lac du Salagou, on peut aussi, dans la manière dont on fait nos réserves, les aménager. Là, par exemple, on a fait des travaux de recherche qui ont été constitués tout à l'heure avec les maraîchers nantais sur la question de si je mets des radeaux sur ma réserve et je mets des végétaux dessus, etc. Qu'est-ce qui se passe en termes de biodiversité? Comment je vais venir effectivement aussi contribuer sur d'autres compartiments? Donc voilà, c'est pas pour, contre, c'est comment, où, pour qui, et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci Virginie, merci Serge, on peut les applaudir très fort.